Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette 11e édition des ateliers des métamorphoses d'Eau de Paris. Avant qu'on commence, quelques mots sur Eau de Paris, quelques mots sur les ateliers des métamorphoses. Eau de Paris, c'est la régie du service public de l'eau potable de la ville de Paris, un opérateur 100% public, 0% privé, 0% rémunération des actionnaires, 100% intérêt général et surtout 100% dédié à délivrer chaque année à 3 millions de personnes une eau d'excellente qualité, au meilleur coût et surtout une eau qui préserve l'environnement. Depuis maintenant plus de 5 ans, Eau de Paris organise les ateliers des métamorphoses. C'est notre format de prospective, c'est le format où nous essayons à Eau de Paris avec les équipes de la régie de nous projeter vers l'avenir et de voir en quoi l'eau deviendra un moteur du changement, un moteur d'adaptation pour tous les défis que nos sociétés auront à relever. C'est un plaisir très particulier pour moi ce matin d'animer cet atelier des métamorphoses, puisqu'on va aujourd'hui traiter des relations entre l'eau et le sport. Alors pourquoi un plaisir particulier? Parce que j'ai à titre personnel une pratique sportive et notamment du handball qui me réjouit chaque semaine, et donc j'étais très impatient avec Elisabeth Thieblemont, qui est la grande organisatrice des ateliers des métamorphoses. Elle est là dans la salle, je ne peux pas ne pas la saluer au début de cet atelier. Et ça faisait très longtemps qu'on avait envie de traiter de cette thématique des relations entre l'eau et le sport. Alors on se retrouve aujourd'hui sur un sujet qui est aussi un sujet d'actualité. Je vais dire une évidence, on est maintenant à quelques semaines des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. On sent d'ailleurs, je le disais à Maëlle Besson assis à ma gauche, on sent d'ailleurs la pression monter sur tout le territoire parisien, mais aussi pour nous à Haut-de-Paris. C'est une pression positive, on est content de se rapprocher du grand événement. C'était aussi un sujet d'actualité parce qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'on voit une grande personnalité du monde du sport parler de climat. Alors, est-ce que vous en connaissez des sportifs qui parlent du climat? Je vais commencer tout de suite à faire réagir Maëlle Besson et François Bélanger, que je vais présenter dans quelques instants. Maëlle, des sportifs qui s'intéressent au climat? Oui, il y en a de plus en plus. On veut des noms, on veut des stars. Les plus connus, il y a Kylian Jornet, il y a, je pense à François Gabard qui a pris en compte le sujet, Nicolas Karabatic. Voilà. Après, il y a pas mal de sportifs, de plus en plus de sportifs qui s'intéressent au sujet, mais ça ne veut pas dire qu'ils prennent forcément la parole publiquement. Et ils se forment, ils intègrent le sujet. Il y a Lénaïque Corson qui va participer, je crois, ce week-end ici. Donc oui, il y a de plus en plus de sportifs. François, des sportifs qui s'intéressent au climat? Oui, moi je pense voileux. Maëlle en a parlé, il y a Gabard. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement ils parlent, mais ils agissent. Il y a Gabard à Montevela qui va lancer de la logistique à la voile. Donc c'est aussi un basculement. C'est pas juste en parler et occuper les plateaux télé. C'est agir et basculer et inventer de nouveaux business models. C'est ça qui est surtout intéressant. Dans la salle, des sportifs qui s'intéressent au climat, vous en connaissez? Des surfeurs? Oui, absolument. Comment elle s'appelle, notre surfeuse star? J'ai oublié son nom. Ça nous reviendra plus tard. Donc c'est un sujet d'actualité qui commence à monter de plus en plus, les rapports entre sport et climat. On va en parler évidemment ce matin. C'est aussi un sujet d'avenir dont on va parler ce matin avec l'impact du changement climatique sur nos pratiques sportives. Pourquoi je dis nous? Parce qu'on est pratiquement tous sportifs, de façon consciente ou inconsciente. On est tous des Monsieur Jourdain de la pratique sportive, puisque d'après des données de l'INSEE, je cite une enquête de 2020, 65% des Français disent exercer une activité sportive régulière, et on peut même monter à 90% si on compte la baignade, la balade ou la relaxation. Donc l'activité physique, le sport, ça concerne tout le monde, et le changement climatique aussi, ça concerne tout le monde. Donc à ce titre, c'est un sujet éminemment politique qui va nous occuper ce matin, puisque si ça concerne tout le monde, c'est un sujet dont doivent s'emparer les élus, les hommes politiques. Et d'ailleurs, pendant que je parle, Pierre Rabadan est en train de nous rejoindre. Et comme vous l'avez senti, je prolonge cette introduction pour lui laisser le temps d'arriver. Alors, dans les périodes un petit peu critiques, comme celle de l'avènement du changement climatique et des symptômes que nous voyons de plus en plus présents, les symboles ont un rôle. Et on a certains sports qui sont des symboles de cet impact du changement climatique. On ne peut pas ne pas penser par exemple au ski. On n'a jamais eu une saison de ski alpin aussi perturbée que cette année. Je crois que 30% des épreuves ont été annulées et c'est quasiment la moitié des épreuves qui ont subi les conséquences de l'absence de neige, de l'excès de température, de l'excès de vent, toutes les conséquences du changement climatique qu'on peut observer en montagne, qui est un des milieux les plus sensibles
à ces phénomènes. Mais on peut aussi penser au golf, avec des installations de golf qui sont de plus en plus critiquées par les organisations écologistes. On peut aussi penser demain peut-être aux piscines. Pourra-t-on encore remplir sa piscine l'été dans la zone méditerranéenne? Sera-ce acceptable? On peut penser aussi au stade de foot, on y reviendra tout à l'heure dans la discussion. Tous ces sports vont devoir évoluer avec le changement climatique et évoluer dans la manière dont ils utilisent la ressource en eau. Ça paraît une évidence, mais je pense qu'il faut le dire. Ça va aussi modifier nos perceptions et nos pratiques. Est-ce que demain, dans une ville à plus 4 degrés, le sport, le football, restera le sport national français comme il l'est aujourd'hui? Est-ce qu'on pourra encore le pratiquer de la manière dont on le pratique aujourd'hui? Et puis pour parler des Jeux Olympiques et Paralympiques, est-ce qu'on pourra encore organiser des grands événements sportifs, en particulier en période estivale, comme le sont aujourd'hui les JOP? Je veux dire JOP pour éviter d'avoir répété trop de fois dans cet atelier, Jeux Olympiques et Paralympiques. Et puis tout simplement, est-ce que nous, qui pratiquons tous une activité physique, qui pratiquons tous une activité sportive, auront encore envie de la pratiquer sous des périodes caniculaires, sous les chaleurs accablantes que nous promettent les projections du GIEC en matière de changement climatique? Il y aurait beaucoup de questions à poser sur la thématique du sport et de l'eau. On a choisi quelques angles pour avoir un débat structuré. Le premier angle qu'on a choisi, parce que nous sommes Eau de Paris, opérateur du service public de l'eau potable de la ville de Paris, c'est le sport dans la ville. Alors, on parlera évidemment du sport ailleurs. François est là, je ne pourrais pas l'empêcher de parler de voile. Je ne vais pas y arriver, même si j'essayais. On fait de la voile à Paris depuis le mois de juin dernier, et avec le responsable est là. Donc on a réussi à faire une régate pour la première fois depuis 100 ans, au mois de juin dernier à Paris. Donc on va revenir avec la voile dans la Seine, ne vous inquiétez pas. Donc on se concentrera quand même sur la ville, on parlera de la voile dans la ville. Pas facile à dire ça en début de matinée, mais on va y arriver quand même. On parlera aussi un peu d'autres choses, mais quand même un angle urbain d'abord, parce que c'est là aussi que les conséquences du changement climatique seront peut-être les plus difficiles à affronter. On a fait aussi le choix de prendre un scénario volontairement pessimiste. On travaille tous au quotidien, à Haute-Paris, à la ville de Paris, dans beaucoup d'organisations mondiales, pour limiter les conséquences du changement climatique, et on essaye de viser un scénario GIEC, plus 1 degré, plus 1,5. Là, on va se faire un peu peur, on a choisi de prendre un scénario à plus 4 degrés. Plus 4 degrés, dans une ville comme Paris, vous imaginez. C'est aussi un scénario que le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, nous invite à considérer, parce que ça reste un scénario possible, malgré les efforts qui sont fournis. Et puis, dernier point de cette intro, avant de présenter nos invités, c'est de dire que cette thématique de l'eau, dans les rapports avec un certain nombre d'effets, d'impacts, d'aspects du changement climatique, c'est une thématique qui est en train de monter. Il y a quelques années, on n'irait peut-être pas penser à faire un atelier de métamorphose sur l'eau et le sport. Avec tout ce qu'on a connu ces dernières années en matière de changement dans nos perceptions des impacts du changement climatique sur l'eau, ça devient une évidence, et je pense que dans le monde sportif, ça devient aussi une évidence de réfléchir à notre rapport à l'eau. Donc on va avoir beaucoup de choses à dire avec 3 invités absolument passionnants. Je vais commencer par le dernier arrivé, Pierre Rabadan. Pierre, vous êtes adjoint à la maire de Paris, chargé du sport, des Jeux Olympiques et Paralympiques et de la Seine. Donc vous avez dans votre portefeuille d'élu un rapport très direct à l'eau avec l'enjeu de la baignade. On va y revenir évidemment tout en longueur dans cet atelier. Cette dernière mission n'est évidemment pas anodine, avec la question de la baignade, avec la question qu'on va vous poser, va-t-on se baigner dans la Seine? Moi j'ai déjà la réponse, mais je ne veux pas la spoiler comme on dit aujourd'hui. Vous êtes aussi un sportif de haut niveau, vous avez pratiqué le rugby professionnel, vous êtes ancien international, vous êtes ancien pilier du Stade français. Alors là je fais la minute Fayot, voilà, pardon. J'ai le polo du Stade français, Pierre, c'est pour vous. Et vous avez notamment remporté 5 titres de champion de France. Vous avez incarné une espèce d'âge d'or du Stade français. On espère qu'il reviendra pour ce grand club de la capitale. Et donc c'est aussi en tant que sportif qu'on vous a invité ce matin. Maël Besson, vous êtes notre second invité. Vous êtes fondateur de la société de conseil et collectivité Sport 1.5 et vous êtes surtout un des grands experts en France de la transition écologique dans le domaine du sport, domaine auquel vous vous consacrez depuis 20 ans, après avoir commencé votre carrière comme chef du bureau sport et développement durable. On disait encore développement durable à l'époque.
au ministère en charge des sports. Je ne vais pas faire la liste de tous les dossiers que vous avez traités en tant que consultant ou en tant qu'agent public, mais je voudrais insister sur le fait que vous êtes un des auteurs principaux du rapport commandé par le WWF, la grande association environnementale que nous connaissons tous, qui s'intitule « Dérèglement climatique, le monde du sport à +2 et à +4 degrés ». Donc on ne pouvait pas ne pas vous avoir ce matin avec nous. Et vous avez aussi rédigé le rapport d'évaluation de la stratégie héritage et durabilité pour le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 l'année dernière. Donc tous ces travaux que vous avez menés vont nous aider dans notre réflexion ce matin. Et je finis enfin, après l'homme politique et ancien sportif de haut niveau Pierre Abadan, après l'expert de la transition écologique dans le domaine du sport Maël Besson, avec un prospectiviste, donc quelqu'un qui a fait son métier d'essayer d'imaginer les possibles à court, moyen et long terme. Et donc c'est François Bélanger que nous accueillons ce matin, directeur de Transit Consulting, structure spécialisée en perspective et stratégie urbaine, mobilitaire et sportive. J'ai bien dit mobilitaire, vous avez l'habitude d'inventer des idées, de réfléchir loin, de réfléchir de manière un peu décalée ou innovante. Et donc vous inventez aussi des mots. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. On va revenir sur ces questions-là. Et c'est dans ce cadre-là que vous avez notamment travaillé sur des projets comme le River Transport Project, transport, jeu de mots. Je pense qu'il y en aura d'autres dans l'atelier. Le Swimming Mobility Lab et le Sailing Mobility Lab. Donc, on voit bien que le terme mobilité, mobilitaire va revenir dans vos réflexions et dans vos propos ce matin. Et vous êtes cofondateur des rencontres de la prospective sportive avec Patrick Raoult de l'INSEP, grande institution nationale du sport. On va y revenir tout à l'heure. Je ne peux pas commencer l'atelier et lancer les discussions sans remercier l'Académie du climat et sa directrice Sarah Albi qui nous accueille ce matin. C'est un lieu parfait pour nos ateliers des métamorphoses. Je remercie encore Sarah et ses équipes de nous accueillir dans cette magnifique salle des fêtes. Je remercie aussi ceux qui sont connectés à distance derrière ma caméra et derrière leur écran. Notre atelier étant retransmis en direct, en ligne. Je finis cette intro en disant que nous aurons, pour ceux qui sont présents après notre atelier, une démonstration ici, dans cette salle, avec les équipes du magazine L'Équipe, avec Alexis Danjon et avec l'équipe de la société Upian, d'un jeu de prospective, le sport en 2050, le jeu dont vous êtes le héros. Donc pour ceux qui sont là, vous pourrez jouer avec nous, et ceux qui sont à distance, vous serez jaloux et ça sera bien fait pour vous la prochaine fois. Vous viendrez. Pour structurer nos discussions, 5 grandes questions qu'on va aborder. La première, le sport face au climat. De quoi on parle? On va poser un peu le cadre. Deuxième question, le sport accélérateur des politiques publiques. Et là, avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, on va en avoir un exemple particulièrement concret. Troisième question, comment le sport s'adapte? Comment va-t-il s'adapter? Va-t-il changer? Quatrième question, l'eau et la performance dans un monde à +4 degrés. Alors, ça va être compliqué de courir des marathons sous des canicules infernales. Quel va être le rôle de l'eau pour nous aider à nous adapter? Et dernière question, dernière séquence, quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à faire du sport, quel qu'il soit, quel qu'il devienne, avec +4 degrés dans la ville? Voilà pour cette intro un petit peu développée. Ça a permis à Pierre Abadan de s'asseoir. C'est très bien. On est tous prêts. Vous êtes prêts dans la salle? Vous êtes prêts derrière vos écrans? Messieurs, tout va bien? Allez, c'est parti. Le sport face à la question du climat et de la raréfaction de l'eau dans certains contextes. De quoi on parle? Est-ce qu'on parle d'atténuation? Est-ce qu'on parle d'adaptation? Est-ce qu'on parle de changement de paradigme? Et je vais commencer par interroger Maël Besson, puisque c'est vous qui avez été l'auteur principal du rapport commandé par le WWF sur le sport à +2 et +4 degrés. Alors, ce rapport, d'où vient-il? Alors, petite précision, il a été commandé par le ministère des Sports au WWF, donc c'est WWF qui a rédigé. En fait, il est venu du constat que finalement, l'être humain, il est assez peu rationnel dans ses décisions et comportements, et que factuellement, on était assez autocentré et court-termiste. Donc, si on voulait parler de sujets aussi globaux et lointains dans le temps, il fallait arriver à rapprocher ces deux éléments. Donc on s'est dit, il faut qu'on les enjeux environnementaux, climatiques, assez loin dans le temps, avec des projections en 2050 et tout ça,
faut qu'on les rapproche et qu'on efface un peu cette distance temporelle avec la cible. Est-ce qu'il y a eu un déclic au ministère des Sports qui a provoqué la commande de ce rapport au WWF? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que c'est les canicules de l'été? Enfin, qu'est-ce qui a poussé ce ministère à se saisir du sujet? Un long raisonnement. En fait, le ministère des Sports, ça fait longtemps qu'il travaille sur ces sujets-là. Et à un moment donné, on a toujours travaillé sur l'atténuation. À un moment donné, il y a avoir de la projection, enfin en tout cas, avoir une capacité à avoir le contexte climatique futur pour piloter des politiques publiques, ça paraît indispensable. Donc il y a eu ce besoin de se dire finalement quelle va être la photographie pour nos disciplines et nos politiques sportives. Et du coup, on l'a anglais, enfin en tout cas on a pris ces deux composantes sciences comportementales de caractéristiques humaines, effacer cette distance temporelle. Donc on ne parle pas d'horizon temporel, on parle juste d'un scénario à plus 2, plus 4 degrés, en disant que finalement le GIEC est plutôt optimiste dans la date à laquelle vont arriver ces scénarios, et que finalement ça risque d'arriver beaucoup plus tôt que prévu, et c'est ce qui est en train de se passer. Donc effacer cette distance temporelle, et puis recentrer sur le cœur de métier des cibles, le cœur de préoccupation des cibles. C'est-à-dire que on a traduit le nombre de jours chauds en combien pour vos adhérents, vos licenciés dans votre fédération, ça va faire de jours de pratique en moins. Combien ça va impacter vos terrains de pratique sportive pour vous, élus dans les collectivités, pour les consommateurs d'articles de sport et tout ça. Peut-être une petite question. Donc l'horizon temporel dont on parle, celui de plus 4 degrés, aujourd'hui, scénario du GIEC, celui que vous avez pris pour le rapport WWF, c'est quel horizon temporel? Celui qu'on a pris alors, je sais plus exactement à l'époque parce que ça s'est réavancé, mais alors on est sur un réchauffement, on était sur un scénario réchauffement mondial plus 4 degrés. Là, dans les travaux, on est sur un réchauffement mondial de plus 3 degrés qui fait en gros un plus 4 degrés en France. Donc il y a une petite différence. Et on est sur l'horizon temporel de 2050 à peu près. Donc c'est à la fois proche et loin. Peut-être faire rebondir François et Pierre sur cette question de la prise de conscience de l'impact du climat sur le sport. François, dans vos activités, parmi les gens avec qui vous travaillez, ça date de quand et ça vient d'où ces prises de conscience? Moi, les premiers virages que j'ai vus, on va dire que c'est l'Australie, et ça fait une dizaine d'années, parce qu'eux, ils ont été impactés directement, notamment lors des internationaux de tennis à Melbourne. Il y a quand même encore 4-5 ans, il y a eu un certain nombre d'images un peu choquantes. Des voyages aux États-Unis, le marathon de Phoenix démarre à 4 h du matin. Donc en Arizona, il y a des États qui sont aujourd'hui là-dedans. Ce qui était intéressant. Depuis quelle année il démarre à 4 h du matin? Ça va faire une dizaine d'années à peu près. Et c'était d'ailleurs étonnant, c'est que c'était les deux États qui n'avaient pas signé les accords de Kyoto, à savoir l'Australie et les États-Unis, qui en fin de compte sur le terrain étaient plus impliqués parce qu'ils étaient plus touchés, en tout cas une partie des États-Unis. Maintenant l'ensemble des États-Unis sous toute reforme avec les incendies, tout ça. Mais voilà. Et donc là, il y avait des modifications. Ce qui est juste un peu inquiétant aujourd'hui, c'est qu'avec les candidatures du Qatar ou de l'Arabie Saoudite pour monter un certain nombre d'événements, on a l'impression que le climat, en fin de compte, on va pouvoir s'arranger. Quand l'Arabie Saoudite dit je vais organiser des compétitions de ski. Voilà. Et moi, j'ai toujours été très marqué, enfin, je m'en souviendrai toujours, et j'ai presque honte de le dire. Un jour, je fais Oman, Dubaï, et j'ai à côté de moi un gamin. Je suis désolé d'avoir fait l'aller-retour en avion pour une journée, c'est absolument scandaleux, mais j'ai un gamin à côté de moi qui vient de Singapour. Et le gamin, il a la banane. Et je lui dis t'es content d'aller à Dubaï? Ouais, pourquoi? Je vais voir la neige. Parce que pour lui, Dubaï, c'est la piste de ski. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'en fin de compte, on a des imaginaires, nous, Français, franco-français, qui en fin de compte ne correspondent pas du tout. Donc nous, quand on parle de réchauffement à un Cambodgien, un Vietnamien qui, la moitié de l'année, il fait 40 degrés, il dit, mais 40 degrés, c'est pas un problème. Et puis regardez, il y en a d'autres qui sont. Donc c'est ça qui va être compliqué à gérer. Donc une dizaine d'années pour les pays les plus impactés, les plus directement, et puis des adaptations qui commencent à venir un peu partout dans le monde. On s'adapte, oui. La nuit va devenir un grand enjeu sportif dans les années qui viennent. Oui. Pierre, le déclic à la ville de Paris, pour vous, vous le placez quand? Sport et climat. À la ville, je ne peux pas vous dire, mais moi je peux vous parler de mon expérience perso, de ce que j'ai vu dans le milieu du sport, qui est encore assez timide là-dessus. Mais en fait, c'est la répétition d'événements, comme vous l'avez cité, qui fait une prise de conscience plus générale. Par exemple, pour l'organisation du marathon des Jeux, on s'est posé la question. 11 août, 10 août, à quel moment vous pouvez faire courir 42 km dans des conditions qu'on ne maîtrise pas forcément, mais on sait qu'il va faire chaud. Vite, on s'est rabattu vers la fin de journée, vers le début de soirée. Il y a l'apparition dans les sports co, ce qu'on appelle les pauses fraîcheurs, qui sont aussi une prise de conscience un peu collective.
quand il fait trop chaud, et pour l'avoir connu un petit peu, du coup, on ne tient pas une mi-temps, ce qu'on arrivait à faire normalement, mais là, c'est pas possible. Donc, il faut faire des pauses fraîcheur, y compris d'ailleurs à des périodes qui sont parfois assez inattendues. Quand il y a des fortes chaleurs, je vais vous prendre un autre exemple. La Coupe du Monde de rugby 2023, ouverture de la Coupe du Monde le 8 septembre. On avait peur qu'il pleuve. On était là, mon Dieu, où est-ce qu'on va abriter les gens si il pleut, et on a eu une canicule pendant les 15 premiers jours. Donc on s'est retrouvé dans le schéma inverse. Donc en fait, c'est cette succession de constats grand public qui fait que les lignes bougent doucement. Je partage avec vous les aberrations qu'on peut voir. Hein, et c'est souvent d'ailleurs les discussions que j'ai avec les gens qui me disent nous on pense qu'il faut plus organiser les jeux. Faut arrêter les grands rassemblements, les grands événements. Bon, il y a un sujet de fond, mais il y a aussi évidemment un sujet qui est lié à l'évolution climatique et aux impacts environnementaux. Et le sujet, au final, il est de savoir est-ce que on essaye de continuer à organiser ces grands rassemblements mondiaux qui portent un certain nombre de choses du mieux possible, en réduisant au maximum les émissions, en essayant de trouver des aspects vertueux, on en reparlera après, ou est-ce qu'on laisse finalement les pays qui ont d'autres, on va dire, manières de fonctionner et peut-être moins de principes par rapport à l'environnement, les organiser, quoi. Parce qu'en fait, la candidature je crois que c'est l'Arabie Saoudite pour les Jeux Olympiques, les Jeux Asiatiques d'hiver en je sais plus quelle année, en 2030 et quelques, c'est quand même c'est une aberration. Vous l'avez très bien décrit, François. Hein, donc voilà, je pense qu'il y a une prise de conscience collective. J'ai beaucoup d'échanges avec le milieu sportif. Je crois que c'est un bon vecteur de communication et il y a beaucoup en fait de sportifs et de sportifs qui aujourd'hui ont la conscience collective, notamment sur les sports d'hiver, mais qui ont du mal à s'exprimer dessus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, eux, de par leur activité, ils font beaucoup de déplacements. Sur les championnats du monde, sur des compétitions, ils prennent l'avion souvent parce qu'ils traversent les continents. Et ils me disent, nous on a conscience, on peut pas faire autrement aujourd'hui parce qu'on suit nos calendriers de compétition. Et donc on pense qu'on n'est pas légitime à parler de l'impact environnemental, etc. Et c'est quelque chose en fait qui... je pense que Maël, tu y as réfléchi ou tu as eu aussi des échanges là-dessus. Je crois que c'est un paradoxe dans le milieu sportif qu'il faut faire évoluer aujourd'hui et qu'il faut poser sur la table, tout simplement. Super transition, merci Pierre. Pour revenir à Maël Besson et au rapport rédigé par le WWF à la demande du ministère des Sports, justement, dans les constats que vous faites dans le rapport, il y a certaines disciplines qui sont particulièrement concernées et qui vont devoir s'adapter. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Oui, forcément, il y a des disciplines qui sont plus vulnérables aux conséquences du changement climatique. Après, il faut qu'on arrive à avoir une approche plus fine que telle discipline est impactée ou pas. Ce qu'on essaye de faire, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une discipline sportive, c'est souvent une composante de plein de choses. C'est un terrain gazonné, c'est des spectateurs, c'est des sportifs et tout ça. Et les conséquences du dérèglement climatique, c'est plein d'aléas différents. Et finalement, les différents éléments d'une discipline ne sont pas impactés de la même manière en fonction des aléas. Et du coup, forcément, la question des gazons, par exemple, une chose qu'on a souligné dans le rapport, c'est qu'on va avoir de plus en plus de jours chauds, de vagues de chaleur, parce qu'en gros, le gazon est capable d'absorber une journée très chaude, mais pas X jours consécutifs, surtout quand on est en période de sécheresse et qu'on ne peut pas le rafraîchir en l'arrosant. Et dans un scénario à plus de degrés, on est à une vingtaine de jours supplémentaires par an où on va connaître des vagues de chaleur. Si on arrive à un plus 4 degrés, on est quasiment à 2 mois de plus par an où on va connaître des vagues de chaleur. Donc on va avoir un problème d'entretien des pelouses. Concrètement, ça veut dire qu'un scénario plus 4 degrés sous nos latitudes, on ne parle pas de pays secs, on ne parle pas de pays qui sont... Ah oui, on parle en France. Le rapport, il est sur les... plus de gazon. Plus de gazon, en tout cas, on va avoir cette problématique de comment on entretient les gazons avec une ressource en eau qui est en tension et qu'il va falloir répartir entre les usages. Et là, on va avoir, un arbitrage à faire et qui se fait, on le voit sur le traitement en termes de perception ou d'acceptabilité de la population en fonction des disciplines. C'est-à-dire qu'on va avoir un filtre en fonction de l'utilité perçue, l'utilité sociétale perçue de telle ou telle discipline. Finalement, une piscine, même si ça consomme plus
qu'un terrain de foot ou un terrain de golf, eh ben, on a beaucoup plus d'acceptabilité à la garder parce que c'est un vrai outil de résilience pour les populations à s'adapter aux fortes chaleurs. Là où on a des consommations sur certaines disciplines, vous parlez du golf, hein, où elles sont perçues comme plus futiles ou plus... voilà. Et je parle bien de perception parce que on a tendance à avoir une approche un peu simpliste de une discipline, c'est un tout. Et en fait, c'est plein de disciplines entre l'amateur, le pro et tout ça, c'est des réalités différentes. Et puis en fait, les interactions entre sport et environnement ou sport et eau sont multiples. Il y a les conséquences du changement climatique sur le sport, donc les conséquences physiques, mais il y a les conséquences aussi indirectes où la question de la pluviométrie et de multiplication des inondations, en fait, ça va faire monter le coût des assurances et il y a une problématique d'assurabilité de nos grands événements ou de nos équipements. Donc il y a des conséquences indirectes comme ça des règlements. Donc en gros, il y a les conséquences du changement climatique sur le sport. Il y a évidemment les conséquences du sport sur l'environnement. Ça, on en vient. Donc la consommation, mais aussi la qualité de l'eau qu'on rejette, tout ça. Et il y a aussi, un petit peu, l'influence du sport sur nos modes de vie, nos normes sociales, nos normes de consommation. Et à chaque fois, sur ces trois dimensions, en fait, on a des types de contributions plus ou moins positives. On peut avoir des impacts négatifs, ou on peut aussi imaginer que le sport, et c'est le cas pour certains sujets, le sport a des contributions positives. On parlait du golf, on peut se dire que le golf, c'est un consommateur d'eau dans des périodes qui peuvent être compliquées, mais c'est aussi des puits de biodiversité et des zones qui, clairement, sont, quand elles sont en zone périurbaine ou monoculture, sont des lieux où on continue à avoir une zone humide, on continue à avoir un espace qui est un puits de biodiversité, et toutes les études d'inventaire de biodiversité, qui ont notamment mené par le Muséum d'histoire naturelle, le montrent. Donc en fait, on voit bien que la photographie et le constat de dire finalement quelle discipline est compatible ou pas compatible est beaucoup plus complexe. Il faut rentrer dans une finesse de quel élément est compatible avec quoi et quelles sont les contributions sans parler des contributions sociales. Après, je vous fais réagir tous les deux sur un propos de Maël et sur ce que vous voulez, bien sûr, mais une pause Jop, une question pour Pierre, peut-être, si vous pouvez y répondre. Question du public. Pourquoi ne pas avoir changé dès ces Jeux Olympiques et Paralympiques certaines règles ? Et puis pourquoi avoir choisi un marathon en fin de journée plutôt que très tôt le matin ? Je ne sais pas si vous avez la réponse à ça, Pierre. Bon, certaines règles, il faudrait que ce soit plus précis, mais je ne sais pas, des règles qui impacteraient le changement, l'adaptation au changement climatique, elles sont à la régie des fédérations internationales. On a changé une règle, c'est que, c'est pas vraiment une règle, mais bon, le triathlon va se faire dans la Seine. Dans un milieu, on a changé pas mal de règles. En réalité, pas des règles de pratique, mais de cadre. On va dans les cœurs de ville, voilà, mais c'est pas les règles des sports eux-mêmes. Ça, c'est l'adage des fédérations internationales. Et nous, ville de Paris, on n'avait pas le pouvoir de changer ça. En revanche, j'en parlais tout à l'heure sur le marathon. Il a été décidé de le faire plutôt en fin de soirée. Parce que d'abord, il y a les deux marathons hommes puis femmes. Là, c'est aussi un changement de règle. C'est la première fois qu'on finit par le marathon femmes qui sera la dernière épreuve, alors que normalement, c'était toujours le marathon homme. C'était pour nous ce qui peut apparaître une symbolique ou un clin d'œil, mais c'était important de finir par la dernière compétition des Jeux qui soit une compétition féminine. Et après, il y avait un problème. On a plutôt choisi le soir pour une question d'acheminement des personnes. C'est 20 024 personnes qui vont démarrer le marathon. Et il était vu que certains ne vont pas le faire au temps des athlètes de haut niveau. Il était plus simple, y compris en termes de chaleur, de le faire plutôt en soirée que le matin. Et juste, je rebondis sur deux trucs qu'a dit Maël. Comme ça, on essaye de mettre un peu d'interaction. Sur les piscines, tu as raison, il y a une question d'acceptabilité, mais aussi parce que les piscines sont des lieux de rafraîchissement quand il fait très chaud. Et donc, du coup, il y a cette dualité de dire, oui, ça consomme beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup d'eau, mais en même temps, quand il fait chaud, on va à la piscine. Souvent, moi, j'entends souvent ça. Il y a un deuxième point qui est intéressant, qui me semble intéressant de discuter aussi, c'est l'approche entre ce qu'on perçoit du sport de haut niveau
et la perception Je de voulais toutes les vous interroger disciplines. là-dessus, justement, tous les deux, François et vous, Pierre. Donc Maël a dit, une discipline, en fait, c'est plein de disciplines, selon qu'on parle de la pratique amateur quotidienne, y compris informelle, ou de la pratique professionnelle, mais à un niveau mondial. Justement, si on a des choix à faire sur quelle pratique on doit sauvegarder, on va sauvegarder, moi je me fais peut-être l'avocat des gens normaux, quoi. Est-ce qu'on ne va pas systématiquement privilégier arroser 25 fois par jour la pelouse du stade Jean-Bouin? Mais tu peux le faire l'hiver, ça. C'est un synthétique. Bah, j'ai perdu alors. Parc des Princes, alors. Parc des Princes, c'est une vraie pelouse encore, on est d'accord. Et puis, c'est là qu'on va mettre la ressource en eau si elle est rare. Et puis, on va laisser tomber la pelouse, je sais pas moi, la plaine du Polygone au bois de Vincennes, pour ceux qui connaissent, qui est là où les amateurs vont taper le ballon le week-end. Ouais, c'est exactement ce vers quoi je voulais aller, la discussion que je voulais avoir, que je voulais poser, le problème que je voulais poser en tout cas. Ce que tu décris résume parfaitement ma problématique du moment. Il y a le sujet de la gestion des terrains pour le haut niveau, donc une utilisation somme toute assez partielle, hein, une fois par semaine, 2 fois par semaine, si on prend l'exemple du Parc des Princes, mais avec un entretien extrêmement précis, consommateur d'eau sans doute, voilà, pour un spectacle télévisé, donc qui a un impact visuel et populaire assez important. Et puis après, il y a le quotidien. Tu parlais du bois de Vincennes, c'est un exemple intéressant. On est en train de faire une MIE sur le bois de Vincennes, d'essayer de redéfinir les espaces sportifs, parce qu'on a plein de plaines de jeux, mais on n'arrive pas à bien les entretenir, parce qu'elles sont consommateurs d'eau, mal régulées, difficiles à entretenir. Il y a d'autres usages que des usages sportifs qui se font dessus, etc. Mais en fait, on est face à un paradoxe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imperméabiliser les sols, et on sait pourquoi. On a besoin de garder une perméabilité, retenir l'eau qui est quand elle vient, qu'elle aille sur les nappes phréatiques. Donc, idéalement, nous, côté sport, il faudrait qu'on puisse mettre des synthétiques qui ne sont pas consommateurs d'eau sur ces endroits où il y a énormément de pratiques. Parce qu'un synthétique, c'est 100 heures par semaine d'utilisation. Un terrain de grand jeu à peu près entretenu, c'est 10 heures. Et donc, à Paris, on est en tension maximale sur tous les terrains. Et donc, on est là face à un choix dont je n'ai pas la solution, et peut-être c'est l'innovation, le progrès technique qui va nous y amener, entre un sol qu'on ne peut pas imperméabiliser et un sol naturel qui ne répond pas aux enjeux locaux d'une pratique amateur qui a besoin d'avoir des terrains, mais qui aujourd'hui ne peut pas en disposer de manière correcte. Donc on se retrouve avec des terrains en mauvais état, où les gens ne sont pas contents parce que les terrains sont en mauvais état, et ils ont raison, où il y a des risques de blessures. Donc je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, aux problèmes potentiels, assurantiels potentiels, etc. Puis on n'a pas envie de faire du sport pour se blesser, donc on a envie de jouer dans des bonnes conditions. Et donc on a ce paradoxe de l'évolution climatique qui amène des enjeux qui sont vraiment problématiques dans la gestion du quotidien, et pas uniquement ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit aussi pour tous les gens qui veulent faire du sport chaque semaine. Je pense qu'on y reviendra en dernière partie de l'atelier sur les solutions. On verra si on a des solutions pour ce paradoxe que Pierre Abadan décrit très bien. François, je vous passe la parole pour réagir à ce qu'a dit Maël, puis aussi pour que vous posiez le cadre sur ce que le sport peut devenir dans notre siècle, sous l'influence du changement climatique, mais aussi sous l'influence de changements qualifiés de sociaux ou sociétaux. Je vous laisse. Je vais juste rebondir là sur ce qu'ont dit Pierre et Maël. C'est vrai qu'il faut déjà distinguer entre le sport qu'on regarde et le sport qu'on fait. C'est vrai que voilà, et aujourd'hui malheureusement, c'est pas du tout anti-JO, mais on est très polarisé par le sport qu'on regarde, qui est les JO. Après, on va espérer que ça influe. Moi, j'ai quelques doutes là-dessus, mais ça, c'est pas grave. Et il faut bien comprendre aussi que les imaginaires du terrain de sport, ils vont fortement évoluer. La première campagne Adidas sur des terrains en poussière en Australie, c'est en 2004. Depuis 15 jours, il y a en Inde une campagne menée par Unilever, donc pour Homo et Persil, puisque c'est un lessivier. En gros, c'est la crasse égale la sportivité. Parce que, en gros, c'est des zooms de terrain qui sont complètement poussiéreux. Donc il y a aussi des imaginaires qui vont changer. Enfin, l'Inde, c'est demain, c'est le plus grand pays du monde. Ils font tout pour avoir les Jeux Olympiques rapidement. Donc on va aussi avoir des basculements comme ça où je fais du sport. En sachant qu'on le voit déjà aujourd'hui. Hein. On fait du sport partout, sauf dans un stade, j'ai presque envie de dire. Tu passes à 19h sur les quais de la Seine, c'est un stade. Moi, j'habite depuis quelques temps, depuis 2 mois, je ne connaissais pas le 9e. Le 9e qui est quand même pas un quartier avec des trottoirs. Il y a tout le temps des mecs qui courent. Donc, première transformation, le sport est en train de sortir de l'enceinte sportive. Il est en train de conquérir l'espace urbain de manière large. Ça, c'est une évidence. J'ai presque envie de dire que le basculement, c'est 77, la première campagne Nike. Souvenez-vous, c'est une fille sur le pont de Golden Gate et il y a plein de voitures et c'est signé l'homme contre la machine.
En 77, le moderne est dans le cul dans sa voiture, son SUV, et la ringard, il court en dehors du stade. Bon, 40 ans plus tard, c'est le contraire. Le méchant, c'est le mec qui est dans son SUV, et le moderne, c'est celui qui court. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, Nike avait compris quoi ? C'est qu'après mai 68, tu ne pouvais pas raconter le discours d'Adidas, la performance, les Jeux Olympiques, les nations, les médailles et tout ça. Il a compris qu'on changeait de société. Donc il prend un slogan hippie, Just Do It. Et il dit, tu cours où tu veux, mon gars, no finish line, tu fais ce que tu veux. Et c'est ça qui est en fin de compte intéressant dans le sport, c'est qu'en fin de compte, c'est toujours le reflet d'une société. Et aujourd'hui, on le voit bien, quand tu essaies de faire la prospective sportive, ce que j'essaie de faire, c'est que tu es obligé à un moment de prendre du recul. Donc tu dis, c'est quoi la société ? Pendant 2000 ans, il n'y a pas eu de sport, c'était Dieu. Parce que les Jeux Olympiques grecs, c'était lié, c'était la religion. Après, tu as la révolution industrielle de l'électricité et de la vapeur d'électricité. Donc pendant 200 ans, c'est le travail. Et puis là, on arrête avec le travail. On voit bien que la valeur centrale de la société aujourd'hui, c'est plus le travail. Alors François, je vous arrête. Vous êtes en train de nous dire que le sport est en train de remplacer la religion et le travail. J'irai pas jusque-là, mais tu fais un dîner en ville. Il y a 20 ans, tu parlais politique. Il y a 10 ans, tu parlais travail. Aujourd'hui, le mec, il te dit, je fais du sport. Pour visioconférence, au bout de 10 minutes, tu m'as dit, je fais du sport. 5 minutes avant, j'ai vu quelqu'un, un pote qui me dit, je te laisse, je vais au tennis. Il était, je sais pas, 16 heures. A priori, faire du tennis. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une société qui a plus de grands récits religieux, plus de grands récits politiques, il te reste ton corps. Donc on affirme notre corps. C'est Macron qui se montre boxeur. Comme il n'a plus grand-chose à dire et tout, je fais quoi ? Je montre que je suis boxeur. C'est le patron de Facebook qui n'a plus grand-chose à dire parce que Facebook, ça ne fait plus rêver. Il montre qu'il fait de la boxe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société de l'individu. Avant, tu avais du religieux, tu as eu les syndicats qui ont structuré. Pendant 2 siècles, c'était le travail. Le sport, c'était annexe. C'était lié comme le bourgeois. Il y avait des machines qui faisaient son boulot, puis ils faisaient travailler les pauvres, puis il y avait des chronomètres. Tu inventes le sport. Hein. Le sport, il est créé avec la première révolution industrielle. Hein. Voilà. Aujourd'hui, on est dans une autre révolution industrielle. Tu fais ce que tu veux où tu veux. Aujourd'hui, ton lieu, c'est ta paire de baskets, ton téléphone. Quand on est piéton, tu es une PME ambulante. Voilà. Donc aujourd'hui, tu fais tout où tu veux. Le problème du travail, aujourd'hui, ce n'est pas un problème de mètre carré, c'est un problème de connexion. Le problème de la mairie de Paris, qu'est-ce que tu vas vendre comme bureau ? Puis avec l'IA, ça va encore s'accentuer. Le problème du sport, ce n'est pas un problème de stade, c'est un problème que tu fais du sport partout. Moi, j'appartiens à une génération où on allait courir sur les quais, donc on s'est révolté peu à peu, et puis on a chassé peu à peu. Donc tu es là-dedans. Alors, je fais réagir Pierre et Maël sur ce que vous venez de dire. Enfin, c'est quand même des propos chocs. Le sport remplace la religion et le travail. Mais regarde la campagne d'embauche qui a été menée par À Tout Faire. Moi, il se trouve qu'il m'avait donné une mission il y a 5 ou 6 ans. C'est les mecs qui sont des artisans. Pour embaucher, aujourd'hui, ils montent des athlètes, enfin, ils montent des artisans de chez eux qui sont des sportifs. C'est pas que le travail, il va être diminué. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, le mec qui travaille de trop, c'est presque le couillon. Avant, c'était le mec malin. Ah, tu travailles le vendredi ? Tu travailles le vendredi ? Enfin, tu vois, c'est presque devenu. Les ministères vont passer la semaine de 4 jours. La RATP va se passer la semaine de 4 jours. Ça, c'est pour compenser les mecs qui ne peuvent pas faire télétravail. Donc, on va changer de société. Chaque révolution industrielle, tu as un nouveau système politique, un nouveau système de référence. On a vécu pendant 2 siècles avec la gauche, la droite, les syndicats, l'éducation. Pour vous, le sport d'un hobby personnel devient une valeur cardinale ? Non, le sport, il va avoir. C'est ça le problème du sport, c'est qu'il a un mot pour une réalité polysémique. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que entre le sport pro, le temps, on va dire le récit 1 du sport, c'est la compétition. Après, tu as eu le récit 2 qui est la libération. Donc, c'est les années 70, Hobby 4, Patagonia, enfin, tous ces mouvements-là, le sport américain, les 100 km de Millau, tous les anciens 68 arts qui créent les marathons et tout ça. Donc, tu as ce mouvement-là. Ou plus tard, les vélos en libre-service, 77 à La Rochelle. Tu as tout ce mouvement-là, et puis après ça change. Et aujourd'hui, c'est quoi le sport préféré des gamins entre 18 et 25 ans, des garçons en France ? C'est la muscu. C'est-à-dire, c'est mon corps. Putain, tout s'écroule, moi, il me reste mon corps, quoi. Allez, Maël, Pierre, je vous laisse réagir sur cette proposition forte de François. Maël d'abord, Pierre après. Je pense que ce qu'il y a à retenir, c'est que le sport a toujours été en évolution de manière générale. On a toujours sorti du stade ou du cadre de l'olympisme. L'histoire du kayak, ça a toujours été que ça, de sortir du stade. Même le marathon, l'histoire du marathon, c'est parce qu'on est sorti du stade. Pour moi, en fait, c'est une question de comment on répond à nos besoins fondamentaux humains, à nos attachements. Et finalement, il y a beaucoup plus de manières de répondre à ces besoins que de besoin. Et finalement, qu'on fasse du VTT de descente ou du ski de descente, peut-être qu'on vient rechercher exactement la même chose. Et c'est la question des attachements. Et on voit bien que c'est très modulable. On parle de la sortir du stade, mais il y a des sports qui sont l'inverse, qui font l'inverse, l'escalade.
On a un attachement très fort au rocher et en fait on s'en détache. Maintenant ça devient un sport indoor complet et on voit bien que les attachements peuvent bouger. Et je pense que ça c'est important parce que c'est une piste de solution. Autre exemple, 50% des compétitions de biathlon, vous voyez le biathlon, se font sur ski roue. Et finalement, il y a un détachement de la neige. Sur ski roue, vous pouvez décrire ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Oui, bah, c'est des skis avec des roues et finalement, on le fait plus sur la neige, on le fait sur des routes. Et finalement, ça donne un champ des possibles à l'activité qui est, en tout cas, on s'affranchit d'une dépendance à la neige qui est en période de raréfaction. Et je trouve ça intéressant d'avoir cette approche-là de finalement quels sont les besoins et les attachements. Et comment on peut arriver à s'en détacher, notamment avec ceux qui sont incompatibles avec les aléas climatiques. Effectivement, est-ce que un stade de foot, c'est forcément sur du gazon? Est-ce qu'on peut imaginer le rugby? Est-ce qu'on est obligé d'avoir sur du gazon? Donc oui, on va avoir un problème de choc. Oui, mais si on regarde, là, pour des questions de préservation de santé des enfants, on a le touch qui a été inventé. La discipline, elle prend. On a les premiers championnats du monde amateurs de touch, qui dit que finalement, in fine, ce plan B, qui est, j'allais dire, une activité alternative à une problématique, ne va pas devenir la composante essentielle. Et en fait, toute l'histoire du sport fonctionne quand même beaucoup comme ça, où on a une partie d'une frange des pratiquants qui vont répondre finalement aux mêmes besoins de communauté, d'épanouissement, de performance et tout ça, d'une autre manière, et qui, certains sports, prennent le dessus sur d'autres. Le foot américain arrive au JO de 2028 à Los Angeles en touch. Touch, oui. Voilà. Donc, et aujourd'hui, pour plein de pays, le rugby, c'est rugby à 7. C'est pas le rugby à 15. Pierre, le sport comme valeur cardinale qui est en train de remplacer comme ciment des sociétés d'autres valeurs qui préexistaient dans les anciennes révolutions industrielles. Qu'est-ce que vous en dites? Je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais je m'en réjouis. J'adore entendre ça, évidemment. Mais je me fais un peu l'avocat du diable aussi. C'est aussi en contradiction avec le constat qu'on fait sur la santé de nos populations. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de sports, il y a des évolutions de la pratique. On voit qu'il y a une libération de la pratique hors cadre traditionnel, mais en même temps, on a un constat que la sédentarité augmente dans toutes les couches de population. Et donc, en fait, c'est ce paradoxe-là qu'il nous faut gérer. Il faut définir un nouveau cadre qui prend en compte aussi les contraintes environnementales dont on parle, parce que il faut intégrer les changements auxquels on fait face, les changements de comportement et les changements de ce qui nous entoure aussi. Donc finalement, c'est ce paradoxe-là qu'on a devant nous aujourd'hui et qui va faire les évolutions de les pratiques de demain. Donc c'est pour ça que ces moments-là sont importants, parce qu'il faut quand même partager ces constats-là, et je les trouve vraiment très intéressants. Et moi, je suis heureux quand j'entends que la valeur cardinale d'aujourd'hui qui émerge, c'est plus le sport que l'ont été les religions à un moment, ou la révolution industrielle, ou quoi que ce soit. Mais on voit qu'il y a aussi de nombreuses contraintes et de nombreux freins à la pratique. On en a évoqué quelques-uns sur lesquels il nous faut trouver des solutions. Je le redis et je termine là-dessus. L'exemple à Paris, il est significatif. Ça reprend ce que vous disiez, François. On a énormément de demandes de pratiques très diversifiées, vraiment, dans les sports, dans la segmentation de chaque sport, mais un problème de densité que retrouvent toutes les grandes villes, donc de manque d'espace, et parfois des contraintes qui sont liées à l'évolution climatique ou au changement de revêtement, d'usage qu'il nous faut solutionner aujourd'hui. Et on ne trouve pas la réponse surtout. Alors, sur les sports indoor, on a quelques éléments de réponse, mais sur les sports extérieurs, quand on est directement au contact de l'air et de la chaleur ou du froid, ou de la pluie, ça pose d'autres problèmes. Alors on finit ce premier temps, c'est un peu une question sur le cadre, on va dire. On voit un certain nombre d'ambiguïtés, de contradictions et de défis à relever, avec une pratique sportive qui est en train de devenir une valeur cardinale, mais qui va devenir de plus en plus contraignante ou contrainte avec l'impact du changement climatique, avec des différents niveaux de pratique sportive qu'il va falloir concilier, le tout dans le respect des ressources naturelles. Et on voit bien qu'il va y avoir des choix à faire, et ces choix, ils vont pas être faciles à faire pour les citoyens et pour les élus qui les représentent. On voit aussi des bonnes adaptations. Le ski roue pour le biathlon, ça ressemble à une bonne adaptation, mais on voit aussi des mauvaises adaptations.
Une piste de ski à Dubaï, je ne suis pas sûr que ce soit un exemple en matière d'adaptation aux effets du changement climatique. Non, ce qui est intéressant sur le ski roue, c'est qu'en plus, ça change les imaginaires de la route en montagne. C'est-à-dire qu'un mec qui voit un cycliste, bon, le cycliste, on a l'habitude. Mais quand tu commences à voir un mec qui fait du ski roue sur la montagne, tu t'aperçois que même le savoir-faire de base qui décroche pas de sa Toyota à son 4x4, il commence à dire tiens, la route, elle peut raconter une autre histoire. Et elle peut devenir un espace autre que simplement l'espace de la bagnole. C'est-à-dire qu'il y a des allers-retours comme ça qui changent sur les espace de imaginaires. voiture, et puis la montagne comme espace de neige et de ski alpin traditionnel. Avant de passer au deuxième temps de la discussion, et c'est vers Pierre que je m'entourais d'abord, est-ce qu'il y a des questions dans la salle là? Est-ce que quelqu'un veut voir le marathon raccourci à 2 km en raison de la chaleur? Pas de question, mais juste une. Merci, pas de question, mais juste. En fin de compte, le maître mot de tout ce que vous avez dit là, c'est l'adaptabilité, que ce soit par les pratiques ou par la technologie. Et est-ce que même s'il y a des mauvais exemples comme Dubaï et les pistes de ski, est-ce que c'est pas une piste qui va être abandonnée, sans mauvais jeu de mots, après s'être rendu compte qu'en fin de compte, on était complètement à côté de la plaque, et que tout ce qu'on fait aujourd'hui, comme on l'a toujours fait pour évoluer, comme l'a toujours fait l'espèce humaine pour évoluer, est-ce qu'on n'est pas dans une logique normale d'adaptabilité au climat? Peut-être faire réagir François sur cette question-là qui est très large. Le problème, c'est les imaginaires mondiaux. C'est-à-dire que l'imaginaire en fait, du sport, aujourd'hui, il est conditionné par l'Occident, par notre histoire occidentale. On a diffusé ça partout. Des pays essaient de s'en emparer, voire la Chine et tout ça, pour essayer de reprendre la main, d'exister sur la carte politique. Le sport, c'est pas du soft power. Hein. Aujourd'hui, c'est devenu du hard power dans les rapports. Voilà. Sauf que les imaginaires aujourd'hui qui sont dominants, ils sont sur des valeurs d'un climat tempéré, ils sont sur voire le ski, voire des choses comme ça. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'enjeu. Pour un certain nombre de pays, ils se disent, nous, on veut exister sur la carte, on va mettre des milliards et puis on mettra ce qu'il faut. Voilà. Et aujourd'hui, même quand ils sont dans la merde, en général, on s'aperçoit dans un pays qu'on est en merde, on change un peu. Mais l'Inde, c'est de plus en plus dramatique. Ils foncent tout droit sur notre voie. Et on est qui pour leur dire qu'ils ne font pas bien? Les pays du Golfe, mais ils partent sur une voie qui est complètement, a priori, antinomique. Vous avez vu le projet de ville de Line en Arabie Saoudite, avec du sport partout, climatisé et tout ça. Donc c'est super compliqué. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de voir le monde comme un. Voilà. Avant, on disait, c'est ça ou ça. Moi, on me dit, c'est quoi alors, monsieur Bélanger, c'est quoi la ville demain? Mais je dis, tu me parles de Lagos ou de Copenhague? Enfin, déjà, c'est-à-dire que tu as le même mot pour des réalités. Ça va être pareil pour le sport, si tu veux. Voilà. Et on va avoir des histoires totalement différentes, des imaginaires totalement différents, et puis on va avoir en effet des rythmes d'évolution totalement différents sur la planète. J'avais une question à poser par rapport à ce que disait François. Il y a de plus en plus de développement de la pratique urbaine, mais avec le réchauffement climatique, faire du sport dans l'espace public, c'est pas se faire du bien, ça devient presque se faire du mal. Je pense aux pollutions, je pense au risque des fortes chaleurs, courir par 45 degrés. On a aussi des risques pour la santé. Donc, c'est ça aussi les limites que pose le réchauffement. C'est qu'on pense se faire du bien et on s'expose à des risques nouveaux aussi. Super transition vers la deuxième partie. D'ailleurs, avant que Pierre vous réponde, parce que c'est Pierre qui va vous répondre là-dessus, j'annonce qu'on passe à la deuxième partie, le sport comme accélérateur des politiques publiques et comme accélérateur de l'adaptation de la ville à plus 4 degrés pour la pratique sportive. Et juste pour faire un peu la synthèse du premier temps, il y a un futur possible, et je suis sûr que François réfléchit dessus, qui est on préserve la pratique sportive des sportifs d'élite, on les met dans des grands stades climatisés, où on leur fait des super pelouses arrosées 25 fois par jour alors qu'il fait 48 dehors, et puis le reste, nous, on se met devant notre télé en mangeant des chips et à regarder ces surhommes, ces surfemmes, faire des choses magnifiques pendant qu'on est comme ça sur nos canapés. Et un des défis à relever, c'est d'adapter le cadre dans lequel on pratique le sport. Et comme l'a dit François, le cadre dans lequel on pratique le sport, c'est notre cadre de vie. C'est plus seulement l'enceinte sportive. Comment on fait, Pierre? Comment vous y réfléchissez, vous, personnel à la ville de Paris? Fastoche. Juste pour rebondir sur ce qui a été dit, la question qui a été posée sur
à quel moment, quand on fait du sport, ça fait du bien en termes de santé, ou à quel moment on est dans l'excès. C'est un débat récurrent sur le sport de haut niveau, d'ailleurs. On est toujours à la limite. On dit toujours qu'on n'est jamais aussi en forme que lorsqu'on est très proche de se blesser. Voilà, il y a toujours cette espèce de fil sur lequel on doit être. Le niveau de performance, le niveau optimal, il est là. Dans le cadre d'une pratique qui n'est pas celle du haut niveau, on peut voir des excès, beaucoup, parce que souvent, soit on veut se mettre son corps au défi, soit on se lance soi-même des objectifs sans passer par les paliers nécessaires. Donc ça fait partie aussi d'une meilleure connaissance et d'une meilleure acculturation au sport. Et là, on repart sur tout le chaînon de à quel moment on commence à faire du sport, quelle est la place du sport à l'école et de l'activité physique, parce qu'on dit le sport. Mais d'abord, il faut aussi parler de l'activité physique. Comment on fait pour bouger plus dans notre quotidien. Après, sur la pratique sportive, et pour répondre à la question dans la ville, aujourd'hui, ce que François disait tout à l'heure, la reconquête de l'espace public est un premier objectif pour adapter la ville à la pratique sportive. On parlait évidemment des quais de Seine, c'est un lieu assez emblématique là-dessus. Il y a des gens qui courent quasiment à toute heure du jour et de la nuit, hein. Du coup, là-dessus, alors avec des moments où il y a évidemment plus de monde. La question, par exemple, à Paris, c'est comment on fait pour adapter ces lieux-là à de la pratique sportive. Typiquement, les quais de Seine, c'est classé monument, bâtiment de France, etc. On peut quasiment rien faire. En plus, il y a des crues potentielles, donc c'est extrêmement compliqué. On voudrait faire beaucoup plus vite, c'est un peu, mais on passe des paliers petit à petit. Il y a la question de où est-ce qu'on trouve à boire sur ces parcours sportifs. Donc là, moi, je suis en train... Alors moi, je peux répondre à la question est-ce qu'on trouve à boire à Paris. Je peux faire une minute de pub. On y travaille avec vous, évidemment, mais en mettant des fontaines, en les rendant visibles dans l'espace public. Bon, il y a tout un tas. Il y a la question des toilettes publiques, qui est aussi une question extrêmement importante pour la pratique sportive. Il y a la question des vestiaires. Quand on fait du sport, où est-ce qu'on peut poser ses affaires? Est-ce qu'on peut le faire en sécurité? Ou est-ce qu'on peut se doucher si derrière on a une autre activité dans nos journées qui se compose de la PME qu'on porte sur nous et puis des rendez-vous qu'on peut avoir? Voilà. Toutes ces choses-là, elles amènent à deux évolutions pour pas être trop long. Est-ce que nos établissements sportifs traditionnels doivent rester dans un fonctionnement traditionnel, c'est-à-dire j'ai une équipe ou une organisation qui a un créneau, qui vient utiliser, qui utilise les vestiaires, qui fait son sport et qui s'en va? Ou est-ce qu'on va à terme, ce que je pense être la bonne chose dans les villes très denses comme Paris, ça va être des lieux de passage dans lesquels les vestiaires, l'accès à l'eau, des zones où on peut laisser des affaires vont pouvoir permettre aux gens de venir utiliser cette ressource supplémentaire pour faire un sport qui est parfois encadré, parfois libre, parfois accompagné par les collectivités. On a beaucoup développé les dispositifs de sport gratuits dans l'espace public. Donc voilà, toute cette offre, elle est en train de se construire, mais elle doit s'adapter à la ville, aux contraintes climatiques et aussi aux contraintes de la ville. Et donc là, on va, pour conclure là-dessus, on est en train de finaliser un parcours parisien nord-sud, est-ouest, en gros en relayant les deux bois et en essayant d'en faire un entre la porte de la Chapelle et le stade Charletti pour faire court, en trouvant des continuités, en travaillant sur ces sujets d'accès à l'eau, d'accès aux toilettes, d'accès à des changements et par exemple aussi sur les grandes places très minérales que l'on a, comment on fait pour inciter à l'activité physique. Je parle même pas du sport, de la performance, etc. Comment on fait pour mettre les gens en mouvement? C'est aussi ça, le défi de lutte contre la sédentarité, ce dont je parlais tout à l'heure. Ouais, c'est absolument passionnant. Donc vous avez donné un exemple de transformation de la ville pour en faire un lieu de pratique sportive pour tout le monde, hein. Ces grands axes est-ouest, nord-sud, avec les parcours sportifs. On en a beaucoup dans Paris qui sont développés, avec un travail que vous avez bien décrit d'ailleurs, hein, de coordination avec différents acteurs, dont Haut-de-Paris pour l'accès à l'eau, mais pas que. Si on boit, il faut pouvoir aller aux toilettes derrière, etc., etc. Vous avez décrit tout ça. Peut-être, Pierre aussi, parce que vous avez évoqué un futur possible, et qu'un futur intéressant, où le lieu pratique sportive, on va dire formalisé, les stades, les gymnases, etc., deviennent des lieux moins réglementés, moins réservés à des acteurs professionnels, les fédés, les districts, les clubs. Est-ce qu'on a déjà des exemples de ça dans la ville de Paris aujourd'hui? Je sais pas, des créneaux d'utilisation libre,
des ouvertures tardives de stade. Est-ce que c'est déjà des choses qui se font? Oui, tout à fait. Il y a plusieurs choses, pour pas être trop long, je ne veux pas monopoliser la parole, mais on a développé par exemple les créneaux autonomes. On a des équipements sportifs qui ont des heures d'ouverture qui sont des équipements la plupart en régie et dans lesquels, quand ça ferme à 22 heures ou plutôt parfois le week-end, ce qui est assez contre-intuitif comme ça, on confie les clés à des associations qui vont continuer à exploiter ces équipements sportifs sur un temps plus long. Donc là, c'est une forme d'adaptation. Et après, on a résidentialisé aussi des clubs qui utilisaient quasiment tous les créneaux, mais en fait, on leur donne plus d'autonomie dans l'exploitation. Et ce qui en découle, c'est en fait la création de lieux de vie plutôt que juste des vestiaires ou des lieux de passage. Vraiment, on développe des lieux de vie, on fait de l'accompagnement scolaire, on accueille les parents quand ils viennent amener les enfants, on développe des lieux alternatifs, ce que fait très bien le privé. Tu parlais, Maël, de l'escalade tout à l'heure. Le milieu privé de l'escalade, pourquoi il marche très bien dans les centres-villes? D'abord, il contraint le sujet du déplacement. Quand vous étiez à Paris, il fallait aller à Fontainebleau, en gros, pour pouvoir faire de l'escalade. Là, vous avez maintenant à Paris un lieu où vous pouvez amener vos enfants, vous-même faire pratiquer de l'escalade dans des conditions qui ne sont pas des conditions naturelles, mais qui sont des conditions intéressantes. Et ces lieux-là, ils ont développé des lieux de vie. Vous pouvez vous poser, vous pouvez travailler. C'est un super exemple de traduction concrète de la future place du sport que François décrivait, un sport qui prend une place très centrale dans nos vies. Maël, peut-être une réaction sur ce qui vient d'être dit, sur l'adaptation de la ville. Est-ce que vous aviez traité ces sujets-là dans le rapport? Oui, alors sur les équipements, en fait, on a la plupart de nos équipements, on a la moitié des équipements sportifs en France qui ont été construits avant les années 90, donc qui sont assez inadaptés aux fortes chaleurs, aux fortes précipitations et tout ça. Il y a plusieurs éléments en fait. Il y a même plein de choses qui me viennent. Pour moi, il y a un point essentiel, c'est que les équipements, les stades, notamment en ville, qui sont des rares espaces en fait ouverts, doivent devenir des puits de fraîcheur, parce que quand la ressource en eau va se diminuer, on va se questionner sur la répartition, et donc quand on mutualise les usages d'un même espace qui utilise cette ressource, finalement il y a une acceptabilité, ou en tout cas il y a une meilleure utilisation de cette ressource. Et ça, je pense que c'est essentiel, parce que souvent quand on parle d'adaptation au changement climatique, on est finalement plus dans la réaction à un phénomène climatique, à une sécheresse et tout ça, que dans l'anticipation de l'adaptation et du contexte climatique futur. Et souvent, en gardant le référentiel d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a toujours construit, on continue à penser les équipements avec le contexte climatique actuel. On a un événement, ok, il faut l'intégrer. Sauf qu'en fait, dans 10 ans, il est fort à parier que l'été 2023 soit le plus froid des 20 prochaines années, fasse partie des plus froids des 20 prochaines années. Donc il va falloir intégrer ça, et on est finalement peu dans l'anticipation. Et ça va évidemment sur les questions de comment on l'anticipe dans les collectivités. Je voulais rebondir sur quelque chose des cahiers des charges des fédérations internationales ou des fédérations nationales qui sont ultra structurants sur les équipements sportifs. C'est-à-dire que pour avoir un équipement sportif qui accueille une compétition régionale ou nationale, voire internationale, elle doit répondre à des critères en termes de qualité de la pelouse, de lumière, tout ça. Et ça, c'est des critères qui sont pour vous parfois incompatibles avec l'adaptation aux effets du changement climatique sur la pratique sportive. En tout cas, dans les cahiers des charges, il y a un vrai sujet de qu'est-ce qu'on peut retirer pour arrêter d'avoir des équipements ou des événements qui sont en décalage avec la réalité, et qu'est-ce qu'on peut rajouter aussi pour inciter à aller plus loin. Mais il y a des choses qui se font. Il y avait la question sur les JO. Il y a un élément quand même qui a évolué dans les cahiers des charges, c'est le fait de ne plus avoir des jauges minimum, en fait de baisser les jauges minimum dans les grands équipements sportifs pour les JO, ce qui a permis à Paris 24 de construire peu. On le prend comme un acquis maintenant, mais au moment de la candidature, c'était pas si évident que ça de se dire, mais en fait, on ne construit pas de nouveaux stades olympiques, de nouveaux stades, on garde ce qui est existant. Et c'est parce que la règle a changé, et parce que Paris 24 s'est dit, ça, on va le faire, et on va le prendre comme un point de sobriété,
que ça a été possible. Je vois que Pierre veut réagir, mais petite question provoque là, suite à votre intervention, Pierre, sur le privé a réussi à faire des lieux d'escalade. Je vais y répondre de suite, mais juste pour rebondir. Ouais. Oui, sur Paris 2024, on a peu construit et ce qui a été construit a été fait en essayant d'anticiper, en étant aligné sur les accords de Paris globalement dans l'ensemble du concept des Jeux. Et la construction, que ce soit le village des athlètes ou l'aréna de la Porte de la Chapelle, à travailler vraiment sur un climat beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui, des bâtiments avec une bien meilleure autonomie, avec de la géothermie, avec pas de climatisation comme on peut de climatisation sale comme on l'appelle. Voilà, donc on a essayé vraiment de se projeter dans les 20 ans. Est-ce que cet équipement sera adapté ? Et je pense que ce sera le cas, et c'était le cas aussi pour le village, avec des prospectives sur des augmentations de température et la garantie que l'isolation thermique des bâtiments sans climatisation garantissait 6 degrés de moins qu'à l'extérieur, etc. Donc tout ça a été quand même pensé, c'est une des vertus, parce que ça sera en fait la norme de construction de demain. Enfin, on espère que ça le sera. En tout cas, c'était un démonstrateur. Et pour répondre à la question qui a été posée, évidemment que non, tout ne doit pas passer en privé. Pourquoi ? Parce que ça doit être demain une obligation, en tout cas une voie que doivent montrer les pouvoirs publics. Voilà, ce qui se fait parfois de manière plus rapide pour un tas de raisons, parfois par manque de vision politique, et parfois parce qu'il y a plus de souplesse dans le privé que dans l'administration publique. Non, évidemment, il doit y avoir la nécessité de mettre les gens et de créer des conditions de la pratique sportive. Elle doit rester un pouvoir régalien, un pouvoir politique, et pour ça il faut adapter les enceintes sportives, et elles doivent le faire sur une vision. Si on veut que ça se fasse à grande échelle, si on est juste dépendant de la volonté du privé, ça ne marchera pas. Mais cette vision, c'est une vision politique, et il faut non pas la poser comme une option, mais demain comme une obligation pour s'adapter au changement climatique. C'est un point essentiel en fait, parce que plus on aura une raréfaction de la ressource, plus la question de la répartition va se poser. Donc si on n'a pas l'État, les instances qui régulent cette répartition, en fait on va avoir une hausse du prix, et clairement on va avoir un décrochage de l'accessibilité par toute frange de la population à ces équipements qui ont du coup accès à cette ressource-là. Les pauvres ne pourront plus faire de sport. Enfin, les gens qui ont moins de moyens financiers, quoi. Ça va devenir un lubie de personnes à fort pouvoir d'achat. C'est la vision d'Arabie Saoudite sur le ski. Hein. Ils ne se disent pas, bon, il y a moins de ressources, en fait, on va en garder plus pour nous pour continuer. Ce qui est intéressant, c'est que cette mutation des imaginaires climatiques et des imaginaires urbains, ça va radicalement transformer la ville. D'abord parce qu'on sait que les étés vont se prolonger. Donc déjà, notre vision des 4 saisons, ça commence à s'écrouler un peu. Et ce qui est intéressant, c'est de dire que vous voyez, par exemple, dans des pays comme l'Australie, ils sont en train de se dire, mais est-ce que les 4 saisons sont encore un sens ? Et ils se retournent vers qui ? Ils se retournent vers les arborigènes. Les arborigènes, eux, ils disent pas il y a 4 saisons, ils disent les saisons changent quand les fleurs poussent ou quand les oiseaux reviennent. Donc on change, on arrête le système occidental. Donc voilà, on a ça. On a ces imaginaires. Où je vais pour comprendre la ville, avant j'allais au musée d'Orsay, est-ce que maintenant j'ai pas intérêt à aller plutôt au musée Branly, quoi ? Parce que là je vais voir comment des peuples ont toujours vécu, ou au Jardin des Plantes. Moi, je suis au conseil scientifique de la Solidéo. Quand on a travaillé sur le village olympique, en 2018, on partait donc sur l'idée d'un village olympique à plus 4 degrés. Il y avait tous les techos, les polytechniciens et tout, les mecs qui sortaient des systèmes mécaniques. Il y avait un petit bonhomme, il disait rien. Puis à un moment, il prend la parole, c'est Philippe Clergeau, le patron du Jardin des Plantes. Il dit là-dessus, je peux répondre, là-dessus, je peux répondre. Il répondait comment ? Avec des plantes, avec des arbres et tout ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à chaque révolution aussi industrielle, il y a un nouvel imaginaire urbain. C'est quoi Haussmann ? Haussmann, c'est la vapeur, la ville qui s'étale. Donc comme elle s'étale, on ramène de la nature. Donc on crée des parcs et jardins. Avant, il n'y a pas de parcs et jardins publics. Voilà. Après, c'est l'électricité, c'est la ville qui monte. On entasse les gens, donc on fait les salles de bain, c'est Manhattan. Donc la différence entre Haussmann et Manhattan, c'est la salle de bain. Et on préserve le sauvage au loin. C'est la création des parcs nationaux, Yosemite et Yellowstone. C'est quoi aujourd'hui ? C'est qu'on veut tout partout. Donc c'est-à-dire que le sauvage, on ne veut pas qu'il soit au loin, on veut qu'il vienne dans la ville. Et donc, on va avoir cette double mutation à la fois d'une ville comme terrain de sport et d'une ville qui doit être sauvage. Voilà. Donc c'est là qu'on sort complètement de l'histoire. Et ça, c'est pas dramatique, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les études, les imaginaires, tout comme ça,
vous vous apercevez que la demande, c'est une demande de sauvage, et c'est une demande d'outdoor. Ce qui n'empêche pas d'aller faire ensuite de l'escalade dans une chapelle dans le 18e et tout. Je veux dire, on n'est pas unidimensionnel. Hein. On est, selon nos humeurs, on va chez McDo, dans un grand resto et tout. Donc on change. Mais on est dans cette mutation à la fois d'un récit urbain, d'un récit climatique et d'un récit mobilitaire. Tout à l'heure, vous parliez de transport. Moi, je pense que faire de la prospective, c'est créer des concepts. Parce qu'il faut que tu changes le regard. C'est Deleuze qui dit ça. Hein. Faire la philosophie, c'est faire des concepts. Si tu changes le mot, si tu mets transport et tu mets un tiret entre transport, voilà, tu sors du discours habituel de dire la mobilité active et tout. Tu mets le concept transport et tu analyses, moi je l'ai fait plusieurs fois, j'ai regardé, le transport, comment tu repenses la ville de Paris, par exemple, à travers la notion de transport. Comment, en fait, tout est moyen de transport de mobilité active. Parce qu'on ne sort pas du vélo. Donc, pourquoi, par exemple, la natation n'est pas le grand sport du XXIe siècle? Je souris parce que justement, on en vient à ces jeux sur les concepts et sur les mots qui sont un des traits de votre façon de penser et qui nous nourrit dans cet atelier. Je reviens à Pierre Abadan et justement à l'accélération par le sport des transformations de la ville. Et ça fait le lien d'ailleurs avec ce que vous disiez François à l'instant sur le sauvage doit revenir dans la ville. En tout cas, c'est ce que l'imaginaire collectif demande. Le sauvage de Darmanin, hein. C'est le sauvage. Le sauvage, la nature. On va dire la nature. La nature dans son expression la plus pure. Peut-être que le meilleur exemple, c'est justement la reconquête de la Seine. Et je vous pose la question de la manière suivante, Pierre, est-ce que vous pensez que les sports d'eau, et notamment la nage, la natation, sont les grands sports de demain pour une ville comme Paris ? Pas facile. Est-ce que, en fait, la reconquête de la baignade, comme on l'a fait d'abord au bassin de la Villette, puis au canal Saint-Martin, et cette année pour les compétitions des Jeux, est sans doute, je sais pas si j'irais jusqu'à parler de sport. Je crois que d'abord, c'est finalement le sport qui nous a permis d'atteindre les objectifs de reconquête du fleuve. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on sait avec le recul que sans avoir l'organisation des Jeux de Paris 2024, on aurait mis, et je ne sais même pas si on y serait arrivé, au moins 10 ans de plus pour atteindre le même objectif que ce qu'on a atteint aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il fallait porter des investissements publics de manière significative pour arrêter de salir le fleuve, ou en tout cas trouver des alternatives de dégradation. Vous pouvez nous rappeler le montant du plan baignade ? 1,4 milliard. 1,4 milliard quand même. Hein. 1,4 milliard sur 8 ans, avec une multitude d'investissements majoritairement portés par l'Agence de l'eau et par l'État, mais aussi de collectivités, d'usines de traitement des eaux, de raccordement des bateaux, voilà, donc du normatif aussi. Donc des choses je fais un peu de provoque, mais volontairement, et je connais la réponse que vous apportez, mais 1,4 milliard pour 2 épreuves olympiques, c'est quand même beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, mais parce qu'en fait, on se fout des 2 épreuves olympiques. Ça va être important, évidemment, parce que la symbolique et la valeur de l'exemple est très forte. Mais l'objectif depuis le début du plan baignade, c'est pas de faire les Jeux Olympiques, d'y faire les Jeux Olympiques et Paralympiques dedans, parce qu'il y a le paratriathlon aussi. L'objectif, c'est d'arriver à avoir une qualité de l'eau qui, l'été, nous permette de faire des baignades et de créer des nouveaux lieux de rafraîchissement et tout ça. C'est pour ça que j'étais un peu embêté pour répondre à votre question, parce que bien sûr, il y aura peut-être un jour des couloirs de nage dans la Seine, avec des grands espaces de baignade, etc. Mais l'objectif premier, il est de créer d'avoir une reconnexion du public avec le fleuve, hein, qui est initialement, les villes, elles se sont construites quand même autour de l'eau, pour des raisons que tout le monde connaît ici, mais parce que l'eau, c'est la vie, hein, c'est ce qui nous permet de vivre. Et cette déconnexion de l'ère post-révolution industrielle, où finalement on s'est éloigné de l'eau, on en a fait une zone de collecte de nos déchets divers et variés, ou de dépôt de nos déchets, en y apportant un peu de considération environnementale, est en train d'être résorbée aujourd'hui parce que l'évolution climatique fait qu'il faut qu'on se reconnecte à l'élément qui va nous permettre de tenir, notamment sur les fortes chaleurs. Donc, pour répondre à votre question, 1,4 milliard, c'est d'abord pas pour Paris, hein, c'est parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, en 2025, il y a 30 collectivités d'Île-de-France qui ont déposé des dossiers pour créer des baignades. Donc, je ne sais pas si les 30 seront ouverts en 2025, mais en tout cas, à 2026-2027, je pense qu'on ne sera pas loin de cet objectif-là. Et c'est ça vraiment, plus que la pratique du sport, dans un premier temps, qu'il faut arriver à faire. Si demain, ça fait des nouveaux lieux où on peut se baigner, apprendre à nager, apprendre, ça sera comme difficile, mais en tout cas, se perfectionner et avoir
plus de lieux où pratiquer la natation, tant mieux, parce qu'aujourd'hui, les piscines, on a à Paris 40 piscines, 9 bassins écoles. C'est énorme en termes de gestion, mais c'est pas suffisant. La demande, elle est supérieure à ça. Donc oui, ça sera peut-être aussi une alternative à des lieux de baignade, mais à mon sens, la première des choses, c'est reconquérir le fleuve, se reconnecter avec lui et développer des nouveaux lieux de fraîcheur dans les étés qui seront très chauds dès 2025 pour la population. Ce que vous dites est vraiment important et on passera à la question qui est affichée dans quelques instants. Parce que alors qu'on est à 125 jours, quelque chose comme ça, de la cérémonie des Jeux Olympiques, vous nous dites finalement, Jeux Olympiques, c'est un catalyseur, mais ce qui compte, c'est ce qui se passe après. Et vous nous dites, c'est vrai que nous, les Parisiens, ici dans cette salle, et en tout cas à Haute-Paris, on est focus sur Paris. Mais le plan baignade, c'est un plan qui va relier aussi des territoires qui sont aujourd'hui pas assez reliés. Enfin, j'en parle quotidiennement. Il y avait encore ce matin sur France Inter une réflexion sur la transformation de Paris se fait contre la banlieue, ce qui est visiblement pas le cas d'après ce que vous nous dites. Alors la question qui est sur le fil, c'est aura-t-on du swim commuting à Paris, comme ça commence à se faire en Suisse? Alors, on va peut-être commencer par définir ce que c'est que le swim commuting. Moi, je ne sais pas, François. Le swim commuting, c'est une dérivation du run commuting. Le run commuting, c'est aller au travail en courant. C'est une pratique dans certaines villes, notamment à Londres. Quand vous regardez les chiffres Strava, en fin de compte, on s'est aperçu de ça grâce à Strava. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'en fin de compte, avant, les gens couraient autour des lacs et tout, puis on a vu émerger des circulations de courses à pied qui n'avaient strictement rien à voir a priori. Voilà. Et notamment des jeunes. Parce que quand un jeune de 15 ans il voit son père travailler courir autour d'un lac, il trouve ça très con. Il dit bah non, moi je vais aller. Voilà. Et donc il va demander des douches. Enfin, ça rejoint sur comment je fais de la ville, des toilettes, des douches, tous ces enjeux-là, plutôt que des parkings. Voilà. Donc on est dans cette idée-là. Donc le swim commuting, en effet, c'est des choses qui émergent. Alors il y a des exemples connus en Chine où un mec qui tous les jours il fait 6 km. C'est quelque chose qui existe en tout cas sur les réseaux, qui existe beaucoup autour de la natation. Parce que juste pour revenir sur ce que tu disais sur la natation. La natation, il faut bien comprendre que ça va offrir la fraîcheur et ça va offrir un sport porté. Et je crois que tu es intervenu il y a 2 jours sur les vieux. Moi, je travaille en ce moment sur les vieux. Quand on est vieux, tu cours plus. Hein, moi, je commence à être dans cette période-là où enfin, puis toi, avec tes genoux, ça doit être pareil, avec le rugby. Voilà. Non, mais t'as encore un peu de temps, mais moi, je paye mes 20 ans de rugby aussi. Donc, donc, si tu veux, tu vas avoir aussi des imaginaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on part que le sport, c'est forcément des jeunes, bah non, on va dans un monde qui va vieillir. Donc là encore, des imaginaires du sport. Donc, sur le swim commuting, oui, pourquoi pas, ça va être marginal. Sauf que sur Paris, ça ne sera pas le cas. Parce que pour l'instant, il y aura des zones de baignade, mais tu ne pourras pas partir du pont Marie pour aller au pont de Sereine à la natation pour l'instant. Alors peut-être que dans 10 ans, on a vu avec le footing, c'est la même chose. Mais c'est quelque chose qui existe et qui va presque devenir peut-être un truc un peu hype. Alors c'est passionnant parce qu'on parle du rêve de se baigner dans la Seine. Alors maintenant, on parle du rêve de se transporter dans la Seine. La notion de transport, de motricité. Enfin, la préfecture qui est en charge qui a le pouvoir sur l'eau est très inquiète de ça. Et François a raison de dire qu'on va créer des zones de baignade encadrées et surveillées. On ne pourra pas aller d'un point A à un point B. Et il y avait la comparaison avec la Suisse. C'est intéressant, mais en fait, pour répondre à cette question, il faut une évolution réglementaire. Aujourd'hui, en Suisse, pour vous baigner à Bâle, par exemple, il y a de la cohabitation avec les bateaux, il y a 2 bouées de séparation, et il est écrit, vous allez dans l'eau, c'est à vos risques et périls. Voilà. En France, c'est pas le cas. Si vous allez dans l'eau et qu'il y a un accident, c'est la personne... Il faut balancer. C'est vrai que nous, on a Aropa et VNF qui sont des catastrophes. C'est-à-dire qu'ils considèrent que la Seine, c'est encore une autoroute. C'est la réglementation. Mais ça bouge. Mais on va passer par différentes étapes. Mais moi, je suis convaincu que dans les zones de baignade qu'on aura à partir de 2025, il y aura du swim community. Il y aura du swim community. Il y a des gens qui vont se retrouver tous les matins quand il y aura des baignades. Et après, on verra comment tout ça va évoluer, peut-être sur une période plus ouverte, plus large, avec si la qualité de l'eau est bonne sur plus que les 3 mois de juin, juillet, août, septembre. L'évolution climatique, tout ça va nous amener à faire évoluer. Mais là, on a mis le pied dans la porte. C'est ça qu'il faut dire. Ouais. Et on a ouvert, et pour le coup, je vais être un peu plus tempéré que toi, François, même Aropa et VNF, ont ouvert, et j'en discutais encore hier avec la communauté portuaire, tout le monde n'est pas extrêmement sensible à la cause, mais on a
aujourd'hui, le partage de l'usage du fleuve est quelque chose qui est rentré dans la tête de chacun et ce qui sera la norme de On demain. y vient tout de suite, mais c'est un peu comme à la SNCF, on a l'impression qu'un rêve peut en cacher un autre. On rêvait de mettre un orteil dans la Seine, et maintenant on rêve de pouvoir aller au bureau en nageant dans la Seine. On a vraiment l'impression que cet imaginaire autour du fleuve est un imaginaire qui va nous pousser assez loin. Et Pierre, vous évoquez justement les autres acteurs de la baignade en Seine que sont aujourd'hui les gestionnaires du fleuve pour l'usage qu'on en a actuellement. Alors, Aropa, VNF, je ne suis pas sûr que ça dise quelque chose à tout le monde. Vous pouvez nous dire qui sont ces acteurs et en profiter pour nous rappeler à quoi ça sert aujourd'hui la Seine, quoi. Alors, VNF, c'est Voies navigables de France, c'est ceux qui sont responsables du chenal de navigation. En gros, partout en France, mais voilà, ils ont une entité évidemment en Ile-de-France et à Paris. Et Aropa, donc c'est Le Havre, Rouen, Paris, en compressé. Et ça s'appelle donc les ports ces 3 ports qui ont fusionné en une seule entité qui s'appelle donc Aropa et qui gère l'ensemble des activités qui se passent sur les berges. Et voilà, donc et après la ville, à partir du début de la berge, devient compétente. Donc voilà, on est dans un cadre administratif extrêmement simple, comme vous le voyez. Comme d'habitude. Et la préfecture d'Île-de-France et les services de la DRIEAT pour les spécialistes, qui effectivement, eux, ont la compétence de réguler tous ces organismes et ont le pouvoir de régulation sur le fleuve. Donc c'est complexe, mais je le redis, le projet de Paris 2024 et l'objectif de pouvoir faire les épreuves dans la Seine a permis à tous ces acteurs-là de se mettre autour d'une table et avec la ville au milieu et de dire ok, maintenant on a un devoir de résultat. Ça, c'est intéressant comme méthode de travail, parce que quand vous êtes dans des temps politiques, etc., il y a toujours des bonnes excuses, il y a toujours des contraintes financières. Là, il y a un devoir de résultat qu'on ne pouvait pas repousser et qui a permis en 8 ans de faire ce qu'on aurait mis sans doute 20 ans à faire sans ça. Donc il faut voir aussi les côtés vertueux de ces choses-là, et ça a fait vraiment bouger les lignes, y compris de ces structures qui, pour l'instant, régulaient la Seine comme un outil de transport de fret, de logistique et de personnes, tourisme ou autres bateaux-bus. Est-ce que ça va changer justement cet équilibre dans l'usage de cet espace naturel qu'est le fleuve, l'équilibre entre, on va dire, son utilisation industrielle, qui est le cas, l'usage principal. Aujourd'hui, la Seine, ça sert essentiellement à transporter des matières. C'est l'usage essentiel. Est-ce que dans l'avenir, pour vous, Pierre, à 2050, ça va changer ? Je pense que ça va changer pour 2 raisons. D'abord, parce qu'il faut quand même dire que le transport fluvial, c'est bien moins polluant que le transport routier, en termes de nuisances et en termes d'émissions de pollution. Pour un même volume, un bateau, c'est l'équivalent de 5 poids lourds sur la route. Donc il y a un sujet là-dessus d'optimisation et d'émissions polluantes. Donc ça nous pousse vers un usage industriel du fleuve renforcé pour des raisons écologiques et climatiques. Qui continuera, mais dans un environnement où les bateliers sont en train de transformer leur flotte. Donc est-ce que ce sera demain de l'électrique, de l'hydrogène, je ne sais pas. En tout cas, plus du mazout et des moyens de transport très polluants qui vont mettre en difficulté l'écosystème marin. Mais oui, je pense qu'il faut conserver cette vocation aussi industrielle et de fret, voire même de logistique, et c'est assez intéressant. Par exemple, je vous prends l'exemple d'IKEA, c'est très rapidement. IKEA, ils sont à côté de chez toi, en face de chez toi quasiment. Mais IKEA, on a travaillé avec eux sur le développement de la logistique du dernier kilomètre, et ils viennent avec un bateau qui demain sera un bateau propre. Il n'est pas encore totalement, mais beaucoup moins polluant que les camions qu'ils avaient jusqu'à présent. Et ils viennent avec un système de grue qui est sur le bateau, donc qui n'est pas sur les berges. Donc en fait, ils ont très peu d'installations sur les berges. Et ils viennent mettre leur boîte de livraison sur des camions électriques qui sont, eux, entreposés sur les berges, mais demain qui seront dans des parkings. Et ils posent la boîte dessus et le camion électrique fait le dernier kilomètre, plutôt que d'avoir un camion qui va partir de Gennevilliers ou de Limay et qui va être beaucoup plus impactant en termes environnementaux et en termes d'occupation des routes. Donc la logistique urbaine, elle amène aussi, il y a aussi Fluidis qui développe beaucoup de logistique du dernier kilomètre avec des vélos après être arrivé par la Seine. Mais cette cohabitation des usages, elle marche aussi
Elle doit marcher demain pour le transport de céréales, pour les transports industriels, parce que ça désengorge les routes, mais elle doit se faire sans polluer les rivières. Et vous Seine. aurez, comme élu en charge de la Seine, avec plein d'acteurs que vous avez cités tout à l'heure, en charge de répartir l'espace aussi, parce que le fleuve, il est limité. Absolument. Si on doit s'y baigner d'un côté et accentuer le transport fluvial de l'autre, pour les mêmes raisons d'ailleurs d'adaptation au changement climatique, il va y avoir des arbitrages à faire qui ne vont pas être faciles. Je voudrais faire réagir Maël Je te sur cette confirme. question du... Mais il faudra le faire. On a besoin d'élus d'ailleurs pour le faire. Sur cette question de la nature dans la ville, et comment vous voyez l'avenir de villes renaturées, est-ce que ça vous paraît un futur possible ? Ça paraît indispensable. En tout cas, on a de plus en plus envie et besoin d'espaces naturels. Et on le voit dans les fortes canicules, on va vers les puits de fraîcheur que sont les espaces verts, les milieux, les massifs périurbains, que ce soit pour Lyon, le Vercors, les Calanques pour Marseille, et tout ça. Ce qu'il faut avoir en tête quand même, c'est que les zones de baignade, elles vont être aussi impactées par la question de changement climatique. Dans un monde à plus de 3 degrés, on va avoir une baisse du débit des rivières de 60%. Donc ça veut dire moins de circulation d'eau, ça veut dire plus de développement de bactéries. Donc on a quand même une problématique d'intégrer ça. Et des espaces avec des végétaux et une faune sauvage qui va devoir encaisser aussi ces chocs climatiques. Et presque, on a une contradiction entre comment on utilise ces espaces pour augmenter la capacité des populations humaines à leur résilience, à la résilience aux fortes chaleurs, tout en préservant les espaces qui, eux, vont avoir besoin de plus de temps, de tranquillité, pour encaisser aussi ces milieux-là. Donc là, on a un petit conflit à gérer sur ces sujets-là. Et donc, réintégrer la nature dans la ville, évidemment, mais il va falloir anticiper aussi l'adaptation des milieux naturels, de la faune faunistique et floristique aux conséquences du changement climatique. Alors, on passe tout de suite à ces questions d'adaptation de la pratique sportive et des lieux du sport au changement climatique, mais peut-être y a-t-il des questions dans la salle sur cette deuxième temps de notre atelier avec l'accélération des politiques publiques et transformation urbaine. Il va y en avoir peut-être des personnes qu'on n'a pas encore entendues. Monsieur. Merci. Bonjour. Bonjour, je suis étonné parce que vous n'avez pas mentionné le rôle de la Seine dans l'eau potable. Vous parlez du rôle de la Seine comme un lieu de transport, comme un lieu de commerce, mais vous ne mentionnez pas que l'eau est utilisée pour fournir de l'eau potable aux Franciliens et aux Parisiens. J'ai pas bien entendu, mais j'ai entendu eau potable. L'eau potable, le rôle de la Seine pour fournir de l'eau potable aux Franciliens et aux Parisiens. Vous avez mentionné le rôle de la Seine comme un lieu de transport, un lieu de commerce. Vous ne mentionnez pas le rôle de la Seine comme une source d'eau potable pour les Parisiens. Parce que je vais laisser Benjamin Jastin le faire en tant que directeur d'eau de Paris, mais oui, évidemment, c'est aussi un enjeu majeur, mais qui est pas un enjeu de la cohabitation en fait. C'est un enjeu de l'arrêt de la pollution et de l'amélioration de la qualité de la Seine, mais pas à mon sens un enjeu de cohabitation des usages dans Paris. Ça se passe plus en amont et en aval. Mais je laisse répondre le directeur d'eau de Paris. Je viens de transformer en intervenant pendant une toute petite minute. On est évidemment très concerné par toutes ces questions et je voudrais simplement souligner le lien qu'on a entre la qualité de la Seine pour la baignade et la qualité de la Seine tout court. Tout le plan baignade, alors qui concerne, Pierre l'a dit, Paris, mais aussi les collectivités, les territoires en amont et en aval de Paris, est un plan qui vise à améliorer de manière drastique la qualité du fleuve. Comme vous le soulignez très justement, c'est une ressource pour nous, le fleuve, parce que c'est à peu près 25% de l'eau que vous buvez à Paris qui vient de la Seine, 25% qui vient de la Marne, et qui sont des rivières qui sont dans le cadre du plan baignade. Toute l'amélioration qui est faite, elle nous va très bien. Elle nous va très bien. Elle fait partie de ces politiques de prévention des pollutions à la source qui nous permet de travailler avec des eaux de meilleure qualité à la base, qui nous permet de limiter nos traitements industriels et qui nous permet d'avoir un impact écologique pour vous donner tous les jours de l'eau d'excellente qualité, toujours mieux maîtrisé. Donc il y a vraiment un lien, vous avez raison de le dire. Alors il est moins quantitatif que qualitatif, parce qu'en termes de quantité, on a tendance à considérer que l'eau potable sera un usage prioritaire du fleuve. Je
pense qu'avant de penser à faire circuler des bateaux, on pensera d'abord à donner de l'eau potable aux 9 millions de la zone dense parisienne et aux 12 millions de franciliens. Mais en termes qualitatifs, le plan baignade, c'est du pain béni pour nous. C'est vraiment une espèce de merci des Jeux Olympiques et Paralympiques, merci la ville de Paris, mais merci les services de l'État, merci les 1,4 milliard. Voilà. Et nous, on fait notre petit rôle aussi sur les eaux souterraines, mais c'est un autre sujet. Voilà. Merci pour ce lien, ça m'a donné l'occasion de parler un peu de ce qu'on fait. Il y avait encore 2 autres questions, je crois. Bonjour. Très rapidement, je ne sais pas si on a pris le temps de définir ce qu'était le sport en tout début, mais si on le prend comme une mise en activité des corps, tout simplement, pour faire très large, dans ce cas-là, est-ce que les différents intervenants, on a parlé de la transformation de la ville, est-ce que le sport, du coup, ne remplacera, je pense, jamais le travail, pour être dans la caricature de tout à l'heure, mais il va juste peut-être prendre un peu une grande notion, un peu de notion interdépendante autour de la transformation de la ville. Est-ce que, par exemple, juste le magnifique travail que la ville de Paris a fait sur rénover les routes pour laisser plus de place aux mobilités, c'est quelque chose que, par exemple, Monsieur Malbesson, vous prenez en compte la mobilité active, le corps actif comme un moyen aussi de transformer à visée d'une amélioration de la ville comme objet spatial. Alors, je ne sais pas qui veut prendre, ça peut s'adresser à n'importe lequel des 3, mais Maëlle, allez-y. C'était Maëlle, mais je pense que François a bien... Non, je vais juste, quand je dis que le sport remplace le travail il a toujours existé, même du temps des religions. Hein. On a toujours travaillé. Ce que je veux dire, c'est comme valeur cardinale. Le travail ne va pas disparaître. Hein. Je ne fais pas du Rifkins qui annonçait la fin du travail il y a 20 ans. Je ne dis pas ça. Je dis qu'aujourd'hui, tu construis plus ton identité en disant « je suis ultra-marathonien » que « je suis cadre chez Unilever ». Voilà. C'est juste en termes d'identité et de valorisation. Voilà. Donc on parle d'imaginaire, de ce qui construit les imaginaires de la société. Ensuite, concernant la transformation, je pense qu'on en a parlé sous forme comme ça depuis le début. En effet, à partir du moment où... Enfin, moi, ma conviction, c'est que si le 19e et le 20e siècle ont été les siècles de la technique et de la mécanique, le 21e va être le siècle du corps. Donc, à partir du moment où tu penses la ville, non pas à partir d'une mécanique, mais d'un individu connecté qui a une paire de baskets, un téléphone, donc un individu en mouvement, après, est-ce que c'est sportif ou pas sportif, ça c'est autre chose, tu changes ton regard. Et c'est pour ça que moi, j'ai créé cette notion de motricité en 2 mots. Parce qu'en fin de compte, quand tu disais mobilité, tu allais chez Canal+, ils disaient, nous on fait de la mobilité. Tu vas chez Orange, ils font de la mobilité. Donc la mobilité, elle était devenue un truc complètement évanescent. Elle avait mangé le monde avec la téléphonie mobile. Tout le monde était mobile. Tu sais, c'était la grande mode des nomades, on est tous nomades, tous mobiles, tout ça. Donc quand tu recorporises le concept motricité, c'est-à-dire c'est quoi une ville vue d'un piéton ou de vue d'un quelqu'un en mouvement, tu dis, après j'arrive au transport, c'est-à-dire que je transforme, j'écoute pas la RATP ne m'intéresse pas. Tu te mets dans cette posture-là, c'est le corps en mouvement. Et donc, évidemment qu'à partir de là, tu refais un schéma urbain. C'est ce qu'avait très bien compris Haussmann. Évidemment, la mobilité, la technique de la mobilité dominante construit la ville. Aujourd'hui, l'imaginaire dominant, désirable de la mobilité, c'est la mobilité sportive. Je ne dis pas qu'on le fait tous, hein, mais en tout cas, c'est ce qui est porteur. Donc, évidemment, tu vas pousser. Et quand tu vas dans les écoles d'ingénieurs, moi j'interviens régulièrement dans les écoles d'ingénieurs, je veux dire, tu sens bien la nouvelle génération. Je veux dire, même quand les mecs qui sont dans les écoles d'ingénieurs sur les routes et tout ça, ils veulent la mobilité. L'autre jour, tu es chez Colas, tu as la moitié des jeunes ingénieurs chez Colas qui te disent nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi la route comme espace de sport. Il y a 4 ou 5 ans chez PSA, il y a un mec qui m'a dit pourquoi il n'y a pas la basket de fonction. Parce qu'en fin de compte, le mec, on lui donne une voiture de fonction. À l'époque, PSA, ils étaient encore avenue de la Grande Armée. Il dit, moi j'ai rien à foutre d'une voiture de fonction. Je vais en métro. Et je rappelle, l'âge moyen d'un acheteur de voiture neuve en France, c'est 52 ans. Hein. Donc la voiture, voilà. Donc, en fin de compte, le corps, il est là. Et c'est toutes ces petites émergences qui fait qu'en effet, ça va arriver. Alors, en effet, tu as des événements bénis comme les JO pour toi qui permettent de basculer, parce que tu expliques très bien. Voilà. Mais on est dans ce basculement-là. Juste pour rebondir, parce que je vois qu'on est très en retard, mais les jeux, c'est un accélérateur de politique publique. Vous parliez de la question du déplacement dans la ville. Quand on prend les transports en commun, même si j'entends ce que disait, on n'est plus mobile, on marche plus que quand on prend sa voiture en bas de chez soi pour aller sur notre travail. Quand on fait du vélo, quand on se déplace à pied, évidemment, à fortiori, on cultive aussi
beaucoup plus d'activités que lorsqu'on a un moyen de transport motorisé de là où on part et jusque là où on arrive. Donc c'est aussi une vision politique de l'évolution de la ville, vous l'avez très bien dit là-dessus. Et je pense que c'est à prendre en compte je crois que vous n'étiez pas arrivé, mais dans la lutte contre la sédentarité, il faut mettre du mouvement en fait partout et tout au long de la vie. Et François l'a très bien dit. Je dirais que je suis intervenu rapidement aux Assises nationales des seniors. Et en fait, on vit beaucoup plus vieux, et c'est tant mieux. Mais il faut vivre bien, et pour vivre bien, il faut bouger tout au long de sa vie beaucoup plus, y compris le plus longtemps possible et le plus tard possible. Aujourd'hui, on a de la donnée scientifique là-dessus, quoi. Si on bouge plus, si on vit mieux et plus longtemps. Plus vieux en meilleure santé. Alors, pardon. Non, j'ai juste un détail. À Manhattan aujourd'hui, les feux rouges ne sont pas calculés par rapport au trafic voiture, par rapport au trafic piéton. Donc on est en train de basculer. Voilà. Et des trucs comme ça, il y en a tout. C'est un très bon exemple. On enchaîne sur le temps 3. On aura le temps pour des questions à la fin, peut-être. On va appliquer la devise olympique, quitus altus fortus. On a fait le plus haut et le plus fort. On va essayer de faire le plus vite maintenant. Troisième temps de notre réflexion, qu'on a intitulé comme ça, le sport en ville ne sera-t-il qu'en salle? C'est comment on adapte le sport au changement climatique. Est-ce qu'il y a des risques de maladaptation? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais on va y revenir dessus en quelques minutes avec vous, Maël Besson, et retour au rapport du WWF, notre Bible. Alors, juste quels sont les sujets entre sport et eau? Il y a évidemment, on en a parlé beaucoup, la question de la consommation d'eau. Donc il y a les gazons, la piscine. Alors, j'ai amené quelques chiffres. Là, j'ai repris les chiffres. Je les ai forcément. Mais pour avoir des ordres de grandeur, un stade de foot, c'est à peu près 2500 mètres cubes par an de conso d'eau. Un stade de Ligue 1, c'est 14 000. Un golf 18 trous, on est à peu près à 50 000 mètres cubes. Un terrain de tennis en terre battue, c'est 150 mètres cubes par an. Donc voilà. Et les piscines, la question de piscine. Alors, j'ai pas individuellement la piscine, mais de manière globale, chaque année, les vidanges obligatoires annuelles, ça représente à peu près 3 milliards de mètres cubes qui est vidangé. Et ça, c'est au niveau français? Au niveau français. En fait, on a une réglementation qui oblige à vidanger une fois par an les piscines, et ça représente à peu près 3 milliards de mètres cubes. Et ça représente que 9 à 10% de la conso réelle de l'ensemble des bassins. Donc il y a toute cette partie de consommation d'eau pour les équipements. Il y a quand même le sujet aussi du rinçage de matériel. Alors c'est moins en ville, mais la voile, c'est un vrai sujet. Le rinçage des bateaux. Si on ne le fait pas, on sait que la durée de vie des bateaux réduit et que finalement l'impact environnemental est beaucoup plus important. Mais en période de restriction, c'est un sujet. La question de la production de la neige, la question de l'équitation aussi. C'est peut-être pas un gros sujet à Paris, mais quand il y a moins de précipitations, il y a moins de nourriture pour les chevaux, et du coup, il faut faire un complément en eau, complément en tout. Donc il y a toute cette question de la consommation d'eau pour nos équipements et tout ça. L'eau comme support, on a parlé de l'eau de vive, le nautique, la question de la neige. Puis il y a les conséquences aussi indirectes ou des questions de variation de précipitation. On en a parlé déjà un petit peu, mais c'est quand même un vrai sujet sur les infrastructures sportives. Alors peut-être pas en Ile-de-France, mais dans beaucoup de villes, le gonflement et rétractation des sols argileux, c'est un vrai sujet pour toutes les infrastructures, et c'est quand même la variation des précipitations qui le fait, le risque d'incendie. Et même de craquement des bois, qui fait que beaucoup d'espaces boisés sont interdits d'accès dans le sud, dans le Var. Les étés, il n'y a pas de manifestations sportives, il n'y a pas de pratiques sportives dans les milieux boisés. Parce que et quand on voit que les conséquences du dérèglement climatique, on va passer d'un territoire en forte canicule, on a à peu près 30%, il me semble, du territoire qui devient à fort risque d'incendie. Dans un scénario à plus 3 ou plus 4 degrés. Alors je ne sais plus exactement les chiffres, mais on risque de passer sur 60% du territoire qui a fort risque d'incendie, donc dans les espaces où on ne va plus autoriser l'accès. Et je pense que ça va être le cas pour Fontainebleau, ça a été le cas d'ailleurs l'été dernier ou il y a 2 ans. Donc on a cette problématique aussi des conséquences sur les sites
les sites, laisser la place à la biodiversité, j'en ai parlé, l'eau de baignade en a parlé. Alors, tout ce que vous nous dites, ça nous amène à penser que les espaces naturels de pratique sportive, ou même certains espaces artificiels, mais avec des éléments naturels comme un stade avec une pelouse, on va être obligé de les mettre de côté. Alors, c'est quoi la bonne solution ? On va avoir une problématique, effectivement, d'accès à la ressource. Moi, je pense qu'il va y avoir une priorisation, comme dans chaque crise, que ce soit sécheresse, que ce soit Covid, de finalement, qu'est-ce qu'on autorise, qu'est-ce qu'on n'autorise pas. Il y a des éléments comme la santé, l'école, on va les garder. Le prisme, la sélection va se faire au regard de l'utilité de telle et telle discipline. Et ça, on l'a vu sur le Covid, on a commencé par interdire, et puis après on s'est rendu compte que pour la santé mentale, c'était indispensable. Donc on l'a réautorisé. Donc c'est pour ça que pour moi, dans l'adaptation des sports et de nos équipements, il faut commencer à penser à quelle est l'utilité sociétale de nos équipements, de nos disciplines, y compris sur ces questions-là de résilience de la population. C'est pour ça que les points de baignade et la Seine, c'est un vrai sujet. Mais on peut imaginer sur plein d'autres sujets comment nos équipements, les gymnases, ça a toujours été des lieux d'accueil dans des moments d'inondation, dans des machins. Est-ce que dans des moments de forte chaleur, les gymnases doivent devenir des endroits de fraîcheur où on protège la population ? C'est ce genre de réflexion, à mon avis, qu'il faut avoir, de quelle est la contribution pour pouvoir continuer à avoir une acceptabilité. Pierre, je vous fais réagir avec des exemples actuels d'adaptation, ce que fait déjà la ville de Paris, par exemple, pour limiter ses consommations d'eau sur certains équipements sportifs, et puis peut-être aussi des idées sur, plus tard, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, à quoi ça peut servir un gymnase quand il fait très chaud, comment on l'adapte Oui, un exemple récent, on vient de refaire la salle Pierre de Coubertin, là, qui est dans le 16e arrondissement. On a fait 7 millions d'euros de travaux, par exemple, on a changé toutes les isolations. Pourquoi ? Parce que j'entendais ce que disait Maël. Si les gymnases deviennent des lieux de rafraîchissement en cas de forte canicule, il faut qu'ils soient bien isolés. Parce que s'il fait plus chaud dans le gymnase que dehors ou à peu près la même température, ça fonctionnera pas. Donc on a aussi besoin, mais comme pour tous les logements, de rénover le bâti, de le rendre plus autonome et plus... moins enclin à souffrir du climat extérieur. Donc c'est vrai pour la nouvelle Arena, on en parlait tout à l'heure. Et donc il y a des innovations qui sont absolument nécessaires pour ça. Après, il y a des sujets réglementaires. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Les fédérations internationales ou nationales d'ailleurs ont un pouvoir normatif très fort en fonction aussi dans quel secteur évoluent les équipes. Il va falloir revoir des choses là-dessus. Je veux dire, aujourd'hui, on sait que il y a des arrosages qui vont devoir moins se faire. Il faudra parfois jouer sur des pelouses qui seront peut-être moins agréables à regarder à la télé. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui doivent aussi coller aux exigences actuelles. Et puis après, oui, il faut réfléchir. Aujourd'hui, par exemple, quand on vient mettre des agrès dans l'espace public, on regarde à quelle heure il y a de l'ombre sur les agrès et comment on les dispose par rapport à la végétation qu'il y a autour, aux arbres. Est-ce que finalement, à Paris, donc dans la densité qui est la nôtre, le mieux, c'est pas de mettre ces agrès-là dans des parcs à proximité d'une forte densité de végétation. Moi, je crois que oui, mais ça vient de challenger mais attendez, les parcs, c'est des parcs, donc il faut rien mettre d'autre. Monuments historiques souvent. Exactement. D'autres donc en fait, c'est une vision politique aussi de l'évolution de la ville, de son entourage, de son fonctionnement, versus parfois un conservatisme ou quand c'est pas un dénigrement du changement climatique. Je le redis, parce que quand on parle de toutes ces politiques, tous ces changements et tout ça, il y a encore des gens, je pense, personne dans la salle ici, ou qui nous écoutent, mais il y a encore des gens qui remettent en cause les changements et qui disent que finalement, c'est que des variations ponctuelles et qui vont revenir à quelque chose de plus normal après. Et en fait, le changement structurel, il doit déjà partir d'un constat partagé que des scientifiques dénoncent depuis des dizaines d'années et qui fait que l'urgence, c'est maintenant, quoi. Je rassure Pierre Abadan, l'Académie du climat n'est pas connue comme un grand repère de climato-sceptiques. Non, mais il faudrait en faire venir un peu plus, du coup, pour qu'ils comprennent aussi les enjeux. François, je vous fais réagir là-dessus, sur ces questions d'adaptation et surtout comment on va choisir, comment on adapte en fait. Je ne sais pas comment on va choisir, mais j'ai fait un travail à un moment. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les imaginaires climatiques vont changer l'imaginaire des lieux.
Et à un moment, j'ai cherché les points de fraîcheur dans Paris, puis je voyais des points d'eau. Bon, et que ce dont je me suis aperçu, c'est que les lieux frais de Paris, c'était les églises et les cimetières. Donc en gros, est-ce qu'on va... Non, mais quand tu regardais sur les plans d'urgence, et que tu regardais hors des lieux, si tu veux, où il y a des fontaines. Les cimetières parisiens sont des lieux de fraîcheur remarquables. Et là, tu te dis, ah ok, donc l'église, c'est quoi demain? Enfin, tu commences déjà à avoir des imaginaires. Donc j'ai pas de réponse, je vais pas dire que le cimetière Montparnasse va remplacer Charletti, hein. C'est pas du tout ça. Mais c'est-à-dire que des pratiques, des lieux, le Luxembourg, c'est devenu le grand stade du 5e arrondissement aujourd'hui, hein. Tu regardes Strava, c'est là que ça se passe, hein. Enfin, toutes les pratiques. Je ne connais pas exactement la politique des cimetières sur Paris par rapport au sport et tout ça. Mais tu te dis qu'en effet, il y avait des lieux qui ont une espèce de connotation et qui vont devenir des lieux désirables, mais pas pour leur fonction première, qui sont la religion ou le respect des morts. Sauf que tu dis, au moins dans une église, je peux me rafraîchir parce qu'il y a un bénitier. Alors est-ce que demain il y aura des... Je fais réagir Pierre d'ailleurs sur la question des cimetières, donc qui sont parmi les lieux les plus frais en période de canicule à Paris. Enfin, les grands cimetières parisiens sont extrêmement frais. La politique de la ville là-dessus. C'est une réflexion qui existe. Hein, les cimetières dans la ville où il y a de la végétalisation effectivement, mais après. Là aussi, il faut changer un peu les codes qui ailleurs se font. Le jour où tu mitrailles sacré dans le cimetière, tu auras gagné. Ouais. J'ai souvenir de... c'était où je crois que c'était à Copenhague. À Copenhague, on traverse un cimetière comme on passe dans une rue de manière pas du tout cultuelle. Alors, j'ai pas d'avis là-dessus. Et donc on peut y faire son footing, en fait, c'est ça. Ouais. Mais forcément, si on veut en faire un lieu de vie, à un moment, il faut l'ouvrir. Et faire en sorte qu'on cohabite très bien avec des lieux où sont enterrés nos morts. Mais c'est vraiment une évolution aussi j'allais dire presque psychologique et comportementale. Tu veux que je réponde à la question très vite? Oui, vas-y. Non, parce que j'ai voyé sur les équipements sportifs qu'ils sont 40% ont été conçus avant 85 et 70% n'ont jamais bénéficié de gros travaux. Et les collectivités vont devoir investir dans les rénovations des bâtiments sportifs. J'en ai parlé avec Coubertin. C'est une évidence. C'est une évidence. Mais globalement, à Paris, on n'a pas le sujet de où est-ce qu'on crée des nouveaux équipements sportifs ou de manière très ponctuelle, parce qu'il y a peu de foncier disponible. Donc on est plutôt sur comment on optimise, où on crée des nouveaux espaces, où on améliore les espaces existants. Pour ça, il faut déjà que les collectivités elles aient la capacité de le faire financièrement. Ça renvoie au débat de quelles sont les marges de manœuvre financières des collectivités sur la durée, etc. Qui est quand même un sujet. Et après, quel est le deuxième élément? C'est que la réponse est évidemment oui, il faut le faire, mais comment? Ça passe par un plan de financement qui va au-delà d'un plan de financement des équipements dits légers de proximité. C'est les infrastructures structurantes du sport, les grands stades, les gymnases, les piscines qui coûtent des dizaines de millions d'euros à la construction et cher en entretien. Comment à l'échelle nationale, parce que ça doit être une politique nationale qui ne se désolidarise pas des collectivités territoriales, mais qui doit porter cette rénovation, notamment, parce que c'est la question qui est posée, pour que demain ce soit des lieux de fraîcheur aussi, mais que ce soit des bâtiments qui ne sont pas des passoires thermiques comme le sont les piscines aujourd'hui, par exemple. Oui, dans les solutions, il y a évidemment, on parlait de la mutualisation des équipements, il y a la rénovation. On a un gros enjeu de mieux connaître et mesurer nos consommations. C'est un vrai sujet. Enfin, voilà, je pense que c'est quelque chose que vous avez bien conscience. Et il y a un gros enjeu, à mon avis, en termes de formation et à tous les étages. C'est-à-dire que autant dans la construction, dans comment on pense les équipements, qu'on les construit, au niveau des élus qui prennent les décisions. Pour rappel, un équipement sportif, en gros, on a 70% du coût qui est lié à sa construction et 70% du coût qui est lié à son exploitation derrière. Donc, souvent, on regarde et on fait le choix qu'au niveau des 30%. On se retrouve pendant 20 ans. 30% coût, 70% exploitation. Oui, c'est à peu près 30, ça. 70. Ouais. En général, on regarde le coût sur les 2-3 ans de la construction. Et pas du tout sur l'exploitation. On se retrouve avec pendant 30 ans un équipement qui coûte beaucoup trop cher à l'entretien. Donc il y a la formation de toute cette frange-là. Il y a la formation aussi des techniciens qui gèrent ces équipements. Une piscine, c'est hautement technique. En fait, pour arriver à la faire tourner, c'est vraiment pas simple. Et il y a pas mal de choses dans l'optimisation des process, de la manière d'utiliser
ces équipements qui sont des vraies sources d'économie, parce qu'en gros, une fois qu'on a trouvé comment ça marche, on ne bouge plus, quoi. Enfin, c'est un peu ça, quand même. Et il y a vraie optimisation. Et puis, il y a, je pense, aussi la formation de toutes les équipes municipales, de tout. Sur les piscines, je pense, on a vu pendant les fortes canicules des problèmes de gestion, de sécurité du public qui veut accéder quand une piscine est complète et surpeuplée. Et en fait, on a une gestion de ça qu'on n'avait pas l'habitude. Et il faut accompagner, à mon avis, tous les secteurs d'accueil de ces lieux-là, de gestion de ces lieux-là dans ces formations. Je confirme, c'est pour ça qu'on fait des baignades éphémères, hein, nous l'été. Maintenant, dans les centres sportifs, on vient mettre des baignades parce qu'en fait, dès qu'on dépasse les 30 degrés, on a une surfréquentation des piscines qui est problématique à gérer. Juste un exemple en termes de comportement qui est assez significatif. Il y avait eu, au-delà des vidanges, la volonté de baisser la température d'1 degré des piscines. Vous vous rappelez, pour faire des économies énergétiques quand il y avait la question de notre incapacité à tenir. Voilà, Hiver 2022-2023, voilà. C'était il n'y a pas longtemps. Alors ça peut paraître anecdotique comme ça, mais si vous voyez les réactions, mais en cascade que ça crée. Alors pour les enfants, c'est compréhensible, pour les scolaires et tout ça, parce que vraiment 1 degré, c'est majeur, mais globalement, dans une piscine, quand vous baissez d'1 degré, il y a un ressenti qui est différent. Mais moi, j'ai reçu des centaines de mails parce que les gens étaient outrés qu'on ait baissé d'1 degré les piscines, même s'il était démontré que ça amenait sur chaque piscine presque 10% d'économie d'énergie. Donc c'était vraiment très significatif. Donc voilà, il y a aussi, faut aussi inculquer, comprendre et développer ces changements culturels. Question flash pour Maël, et puis on passera au... Oui, François. Non, ce que je veux dire, c'est qu'aussi les imaginaires de la piscine, il va falloir les renouveler. Il y a eu des travaux qui ont été faits à New York sur les imaginaires de la piscine. C'est comme ça que régulièrement autour des gares, ils installent des piscines parcellisées. Donc il faut aussi, comme tout à l'heure je disais, il faut repenser la ville à travers le prisme du piéton ou de l'individu mobile. On peut aussi le repenser à travers la baignade. Et là, tu repenses complètement ton urbanisme urbain. Tu prends parfois ces trucs très cons. Des piscines temporaires, en fait, des baignades tactiques, en fait. Oui, c'est-à-dire tu mets, dès que tu as une dent creuse dans une ville, tu mets des trucs comme ça. Enfin, moi, j'ai des travaux là-dessus, on pourra partager là-dessus. Je me suis amusé à faire des plans de New York à travers les points de piscine et tout. Tu repenses complètement la ville autrement, si tu veux. Et puis, il y a même eu des films où tu peux traverser New York de piscine en piscine. Il y a un journaliste de New York Times qui a fait ça il y a 4-5 ans. C'est-à-dire que tu t'aperçois que c'est un truc qui était dans le sport, qui était avec une certaine autorité. Vous avez refait la piscine pontoise récemment, je crois, c'est ça, hein, à Mairie de Paris. Bon, pour moi, la piscine pontoise, c'est l'enfer, parce que moi, j'étais scolarisé à Paris. C'était la punition d'aller à la piscine, quoi. C'est le truc, c'est monstrueux, c'est du carrelage, ça sent le chlore. T'es gamin, t'as la trouille, ils te mettent à 3 dans le truc. Donc moi, ça fait pas du tout rêver à la piscine. Je suis un grand nageur, mais surtout pas à la piscine, si tu veux. Et tu t'aperçois qu'en fin de compte, la nage, elle est là. Mais on répond encore avec des outils du 19e, si tu veux. Alors là, on est en train de changer, tant mieux. Mais quand on dit piscine, arrêtons de penser l'équipement lourd, cher. Tu peux avoir des formes de la piscine extrêmement diverses et qui peuvent s'intégrer beaucoup plus facilement au tissu urbain. Allez, une question flash pour Maël sur comment on gère les gazons des footballs, quelles sont les solutions imaginées, et puis on passe au temps 4, et là c'est Pierre qui va intervenir sur l'eau et la performance. En 50 secondes, c'est ça? Non, mais en fait, sur les pelouses engazonnées, il y a le sujet du graminé et comment on fait évoluer les graminées et la recherche. Il y a une coalition entre les différents sports de terrain engazonné, golf, rugby, foot, sur ces questions-là. Et il y a des enseignements aussi à aller chercher à l'étranger, en Espagne ou ailleurs. Il y a la question du substrat aussi, c'est souvent du sable, et pour qu'il y ait une perméabilité et que quand il y a des grosses averses, on ne se retrouve pas avec des grandes flaques. Mais du coup, en forte chaleur, ça monte en température et ça crame les racines. Donc il y a vraiment cette question de substrat. Et puis ensuite, il y a la question de la consommation d'eau. Comment on est en complément à l'hydrométrie naturelle, à la pluviométrie qu'on a sur les pelouses. Et qu'on soit juste en complément pour pas arroser comme ça, et quelle est la source d'eau qui est utilisée. La plupart du temps, c'est pas forcément de l'eau potable, c'est beaucoup d'eau de pluie ou de l'eau non potable, et il y a l'ouverture depuis très peu à l'utilisation de la réuse. Des eaux usées traitées. Oui, des eaux usées traitées, qui est un sujet, en tout cas il y a une expérimentation, parce que c'est quand même des espaces où on met un public, donc il y a une question de sécurité sanitaire.
Après, la question... Donc, plein d'idées sur le sujet. Plein d'idées. Juste pour finir, j'ai pas l'ACV comparative complète entre terrain l'analyse du cycle de vie. Oui, pardon. Sur le gazon naturel et gazon synthétique. Ouais, entre le nombre d'usagers, l'impact en termes des sols, de l'artificialisation et tout ça, je n'ai pas. Il nous reste 11 minutes pour cet atelier. 5 minutes avec vous, Pierre, sur l'eau, la performance. Et là, c'est votre vécu de sportif de haut niveau. On ne voulait pas parler d'eau et de sport sans dire l'eau et le corps du sportif. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'est-ce que ça représente pour vous, l'eau, quand vous étiez sportif de haut niveau? Vous l'êtes toujours, d'ailleurs. Vous êtes élu à la ville de Paris, c'est un sport de combat. Je dois dire que je ne le suis plus. Non, ben on ne peut pas performer sans s'hydrater. Donc, c'est la base de la performance. Il y a un rapport, mais comme l'air d'ailleurs, quand vous faites d'ailleurs même pas à haut niveau, quand vous faites du sport de manière régulière et parfois de manière intensive, le rapport à l'air et à l'eau est assez basique. Plus vous montez dans votre performance, plus vous avez besoin d'encaisser un maximum d'air, de gérer le souffle, évidemment les battements cardiaques. Donc forcément avec une qualité de l'air qui est bonne, et c'est exactement pareil pour l'eau. L'eau, ça vous permet de réguler votre température corporelle, de ne pas monter trop haut, et de maintenir un degré de performance sur la durée qui soit efficient. J'ai envie de répondre assez basiquement, quoi. Sans ça, déjà, on ne peut pas faire de sport, on ne peut pas faire d'activité intense, et donc il y a un rapport. C'est pour ça que parfois je peste. Ce que je disais tout à l'heure, qu'il n'y ait pas plus de sportives et de sportifs qui viennent défendre ces biens naturels qui sont extrêmement précieux. Mais alors, je n'ai pas été non plus un révolutionnaire du temps de ma période de sportif là-dessus. Hein. Donc je le dis sans reproche, je pense que ça pourrait être des très bons ambassadeurs. C'est là où je trouve que ça manque un peu de... Les nouvelles idoles, hein, pour faire la référence à ce que disait François sur le rôle du sport dans la société, c'est vrai qu'on a besoin d'eux pour prendre la parole. Peut-être Pierre, une question un peu plus précise, parce que l'eau pour s'hydrater, c'est une évidence, mais est-ce que l'eau pour rafraîchir le corps de l'extérieur, et je pense notamment au système de brumisation qu'on a tendance à mettre en place aujourd'hui à Paris et ailleurs, est-ce que ça marche? Est-ce que quand vous étiez sportif de niveau, les jours de grosse chaleur, vous vous arrosiez de flotte, ou c'est simplement... le fait de boire beaucoup qui était important? J'avais pas de brumisateur. Hein. Il n'y a pas de brumisateur, mais il y avait plutôt des poubelles de froid pour récupérer et de l'eau en bouteille, ce qui doit aussi changer. Ça me donne l'occasion de dire qu'avec Eau de Paris, merci. On travaille sur la sortie du plastique à usage unique, qui est un enjeu majeur, hein, y compris en termes de gaspillage de l'eau. Enfin, moi, par le coup, j'ai connu ça et cette évolution. Quand vous avez un groupe de 30 joueurs, ou un match 30 au rugby ou 22 au foot, qui prend une bouteille, comme les gens qui font les courses sur route chaque week-end à Paris ou ailleurs, hein, qui boivent même pas la moitié de la bouteille et qui jettent le contenant et l'eau qui est dedans, il y a un gaspillage gigantesque. Donc la sortie du plastique dans le milieu sportif, du plastique à usage unique, est aussi un enjeu très fort, y compris pour lutter contre le gaspillage de l'eau. Ça, c'est très clair. Après, oui, la brumisation, oui, ça participe à faire réguler la température du corps. Ce qui est un enjeu majeur. Et moi, c'est mon gros problème. Aujourd'hui, je ne peux pas... j'ai une température corporelle qui monte beaucoup plus vite que d'autres... après, c'est les ressources naturelles de chacun. Mais donc, j'ai besoin, par exemple, de m'hydrater beaucoup plus que peut-être Maël, si on fait la même distance. Je ne sais pas à quoi c'est dû, je ne l'analyse pas biologiquement, mais après c'est le rapport que chacun, peut-être qu'il est plus en forme que moi, peut-être que voilà, il y a plein de choses. Mais tous besoin d'eau dans des quantités différentes en fonction de mais après c'est adapté à chacun, mais en tout cas c'est un facteur non, j'ai même pas envie de dire de la performance. En fait, je voudrais qu'on sorte de ce truc un peu binaire de le sport, ça renvoie toujours à la compétition, donc faut être meilleur que moi. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens fassent de l'activité physique. Et pour faire de l'activité physique, facteur de bien-être dans l'activité physique. Quoi. Voilà, faut pouvoir réguler son corps et pouvoir le ventiler. Et pour ça, il y a besoin de l'eau et de l'air. Et c'est de l'eau et de l'air de qualité. Donc il y a un rapport très direct en fait à l'activité physique et à in fine à la performance. Merci pour cette expérience. C'est l'heure de la conclusion. Vous allez avoir chacun 1 minute 30 pour votre mot de la fin.
Je vais peut-être commencer avec vous, Maël, pour répondre à la question qui nous est posée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour accélérer le changement? Votre mot de la fin. Accepter que ce soit différent. Je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux de ce qu'on vient chercher dans un spectacle sportif, dans notre pratique, tout ça. Finalement, c'est les émotions, le plaisir, la communion avec les autres. Et finalement, on garde la base et puis on change. Est-ce que ce format qu'on connaît, qu'on a toujours connu, est la seule manière d'y répondre? Forcément, la réponse est non, et que si on accepte que ce soit différent, on peut très bien vivre en répondant à nos besoins, à nos fondamentaux, au plaisir et tout ça, mais de manière différente. Donc pour vous, d'abord, changement de mentalité pour accepter le fait que le changement climatique va entraîner un changement dans nos façons de faire et nos modes de vie et de pratiquer une activité sportive ou physique. Merci. François, allez. En conclusion, je pense qu'il y a urgence à changer les imaginaires du sport, à ce que ça évolue, mais ça, ils vont changer. C'est surtout la façon dont les politiques s'en emparent. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui en France, on soit vraiment à la hauteur. Je ne parle pas au niveau de la ville de Paris, mais je pense un peu plus haut, ou pas plus haut, mais en tout cas ailleurs. Et que le récit, il a besoin de se nourrir. Je suis un peu catastrophé dès 2030 parce que j'attendais fin 2024 pour qu'on ait la capacité d'avoir un nouveau récit. Et malheureusement, on va encore se battre parce que 2030 est une aberration totale. Ça, j'en suis absolument persuadé. Voilà. Et ensuite, l'autre question, c'est qui les acteurs 2030, vous faites référence aux 2030, Jeux Olympiques d'hiver. La candidature qui a été acceptée, puisqu'on a eu le seul candidat des Alpes pour organiser les JO d'hiver. Bon, on va pas en parler. Je pense que tous les gens qui sont en salle comprennent ce que je veux dire quand c'est une aberration. Le deuxième, c'est qui les acteurs du sport. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, Nike n'a plus grand-chose à dire sur le sport. Adidas, pareil, ils sont devenus des marques de mode. Quand vous regardez Decathlon, ils viennent de changer d'identité et de discours. C'est quand même relativement pauvre. Hein. Ça vole pas haut. Et c'est qui les acteurs? Est-ce que demain, la natation, est-ce que c'est l'histoire de la Fédération française de natation ou est-ce que c'est votre Paris, quoi? C'est qui les acteurs? Est-ce que demain, l'enjeu du sport, c'est Adidas ou est-ce que c'est Sanofi? Parce que c'est les vieux. Voilà. C'est comment, qu'est-ce qui va changer? Parce que le sport va évidemment changer. Qui va s'en emparer? Qui va être porteur de ça? Qui va s'en récupérer? Et qui va faire des discours qui sont plus en phase avec l'aspiration? On ne veut pas être winner aujourd'hui, on veut être finisher. C'est ce que tu disais, quoi. Voilà, ça change tout. Donc, et il faut bien comprendre, et je veux juste le rappeler, et c'est pas négatif, c'est que jamais les Jeux Olympiques n'ont eu un effet d'entraînement sur les pratiques sportives. Toutes les études le prouvent, toutes les grandes enquêtes sur les grands événements le prouvent. Voilà, c'est un constat. Même les Anglais qui ont fait vraiment en 2012 des efforts monstrueux, et j'ai les chiffres, je peux vous les donner, on voit ça monte, et puis ça baisse. Voilà, il n'y a pas d'effet d'entraînement. Je ne parle pas de Rio. Sur la durée, ouais. Il y a un effet qui monte, il y a un effet progressif qui monte. Je vous donne un exemple en termes d'imaginaire qui décale. Moi, je pars, j'ai la moitié de ma vie. En Bretagne. Tu vas chez Carrefour, qui est sponsor des JO, il y a un sac avec la Tour Eiffel. Mais qu'est-ce que tu veux qu'un Breton qui est voileux, qui fait de la voile et tout, il rêve de la Tour Eiffel? On voit bien que le discours des sponsors, il correspond pas. C'est-à-dire que c'est pas un problème des Jeux Olympiques. C'est comment je réinvente complètement les jeux économiques, les jeux politiques et le jeu des événements qui sont autour du sport. Merci. Donc une appropriation par des publics qui sont à définir de ce que c'est que la pratique sportive demain. Voilà. Et puis le discours à construire après les Jeux Olympiques et Paralympiques. Allez, Pierre, mot de la fin. Oui, rapidement, parce que je pense trop monopoliser la parole, mais je ne vais pas m'amuser à faire une synthèse de ce qu'ont dit François et Maël, parce que je partage la plupart de ces propos, mais je crois que le sport a aussi vocation à avoir valeur d'exemple. Et j'ai envie de le prendre aujourd'hui comme ça. Il y a des adaptations qui sont indispensables, qui sont nécessaires, qui sont complexes parce qu'aujourd'hui, comme dans l'économie, on est dans un sport qui est mondialisé, où tout se compare malgré les différences de territoire, malgré tout ça. Et les jeux sont un peu le résumé de ça aussi. Mais je crois que... On en parlera après les Jeux, mais on n'aura pas à rougir de ce que ça aura amené comme impulsion. Il y aura encore beaucoup à faire derrière. Il faut s'adapter, mais il faut aussi que le sport et ceux qui le font, dirigeants, partenaires, sportifs, prennent conscience qu'ils sont à la fois, ils peuvent être à la fois des moteurs du changement et des acteurs forts du changement. Et en même temps que pour continuer à faire ce dans quoi ils excellent et ce pourquoi ils sont des modèles, ces changements-là, ils sont indispensables. Et donc, moi, je crois encore à la force d'entraînement et à la force d'exemple du sport. Et en tout cas, c'est un virage qu'on ne pourra pas ignorer. Aujourd'hui, on en parle comme quelque chose qu'il faut faire.
Je pense que si ça s'accélère pas, on devra le faire parce qu'on sera contraint et qu'on ne pourra pas faire autrement. Donc voilà, c'est ma responsabilité aussi à l'échelle de la ville de Paris d'essayer d'infuser sur l'ensemble des niveaux de prise de décision sur le sport et ailleurs que ce changement-là, il passe aussi par le quotidien et par la nouvelle manière de se mettre en avant, et dire que je suis une personne qui a de l'ambition et de la volonté parce que je fais du sport. Allez, j'aime bien cette morale. Je fais un peu la synthèse de vous trois. On va s'adapter, ça va changer beaucoup, le prospectiviste. Il faut garder les fondamentaux, le plaisir de faire du sport, le plaisir d'être en bonne santé. Et puis le sport doit être exemplaire, c'est ce que Pierre nous a dit. Pour finir, je pense que c'est une belle conclusion pour cet atelier de métamorphose. Merci beaucoup à ceux qui étaient dans la salle. Merci beaucoup à ceux qui étaient derrière la caméra et derrière leurs écrans. Merci infiniment à nos trois intervenants. Ça a été extrêmement vivant et je pense passionnant pour tout le monde. En tout cas, ça l'a été pour moi.